Bienvenue à Equinox. Nous sommes sur le Zénith pour l'édition de cette semaine. Bienvenue donc à vous tous qui nous rejoignez. Nous sommes le 10 juillet 2017. On va commencer quand même par se féliciter de la position qui a été celle réitérée par l'épiscopat camerounais, par la voix de son porte-parole, Monseigneur Samuel Kleda, qui en est le président aujourd'hui, sur l'affaire de l'assassinat présumé de Jean-Marie Benoît Bala. On va tout de même regretter l'attitude ponce-pilatiste du chef de l'État qui aurait dû être représenté ce jour aux assises du 11e congrès, notamment des associations épiscopales d'Afrique centrale, qui se tiennent à Yaoundé au Cameroun avec en filigrane cette grosse escabreuse affaire pour laquelle jusqu'ici la justice camerounaise ne nous a pas permis d'être bien vus à travers la communauté internationale. Bienvenue donc encore, le Zénith commence avec l'ensemble du panel. Bienvenue, bonjour à vous, Charles Armel Mbachou. Bonjour à vous, Sam Severa, et bon début de semaine. Voilà, on va accueillir Haribel Berlis tout de suite pour rattraper le temps et déclencher la véritable histoire de ce début d'émission pour commencer en guise de préambule. Bienvenue, bonjour à vous, Haribel. Merci Sam, bonjour Charles Armel, bonjour Megui et bonjour Bobo. Bonjour. Chapeau. Bonjour à vous. Sam Severa, j'ai des problèmes. Une femme m'a vu, elle a pleuré à chaudes larmes. Elle dit elle a respecté les paroles de Dieu, elle est restée chaste et elle a trouvé son mari dans la parole de Dieu. Et on l'a doté vendredi. Et après la dot, au retour du voyage, Sam Severa, son mari a fait l'accident, il est mort. Et on a fait l'enterrement. Maintenant, le problème qui est là est que la famille du mari exige qu'elle fasse les rites de veuvage. Elle dit qu'elle doit faire les rites de veuvage, elle doit s'asseoir, elle doit faire tout et tout. Mais maintenant, elle est venue me voir, elle me pose la question de savoir, est-ce qu'il faut faire, elle pleure Sam, elle a besoin de vos conseils, est-ce qu'il faut faire ces rites? Sachant qu'elle n'a même pas consommé ce mariage, parce que c'était le premier jour qu'elle entre en contact avec la famille de son mari, le jour de la dot, quoi. Donc, elle veut vos conseils, elle attend vos conseils. Très bien, alors, premier conseil, on peut le dire de la part de Charles Armel, est-ce que c'est prévu comme ça? Elle a simplement été doutée. Et le sort a bien voulu qu'elle perde son époux. On peut parler d'époux dans ces conditions. Mariage traditionnel tout de même. Oui, on peut parler d'époux, ils sont déjà mariés. Mais il y a quand même une question qui turlupine Sam Severa. Rares sont les cas où on a vu une femme convolée en juste noces et se retrouver à perdre soit la vie, soit ou l'un des époux perdre la vie. Les cas sont rares, ça il faut le préciser. Des cas comme celui-là m'amèneraient à poser la question en tant que Bantou. Est-ce que tout le monde était d'accord pour la tenue de ce mariage? Il faut le savoir. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas eu quelque chose qui avait été pris avant, au nom de la fille, sans qu'on ne soit au courant? Est-ce que l'homme n'aurait pas eu un engagement, lui aussi, bien avant, un engagement qu'il n'aurait pas respecté et qu'il aurait rattrapé à la fin? Donc, à ce niveau, il y a autant de questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'au sorti de là, tout le rituel de la dot a été respecté? Est-ce que tout le monde a donné son avis? Parce que généralement, suivant les aires géographiques, tous ceux qui participent donnent leur avis, leur OK pour la tenue de ce mariage, pour la félicitation, la réussite. Donc, est-ce que ça a été fait? Je me pose autant de questions. Mais une chose est sûre, du moment qu'elle est sortie de là, que l'homme est sorti avec l'acte de mariage coutumier qui a été établi, ça suppose qu'on a reconnu le mariage, ce qui a eu des problèmes, qu'on a reconnu le mariage, donc elle devrait, même si c'est un jour, une seconde, du moment qu'on a dit vous êtes mari et femme, avant qu'ils aient la mairie, ils sont déjà mariés. Donc elle doit suivre le rituel qui accompagne cela pour ne pas bloquer et sa progéniture future, sa descendance à elle, et peut-être celle, n'est-ce pas, celle restante. Très bien. Bombok, à votre avis aussi, la question ne devrait même pas se poser? Non, la question ne devrait pas se poser. Sam, elle doit se soumettre au rite de veuvage traditionnel, puisqu'elle n'est même pas allée au mariage religieux. Parce que quand on ne nous parle pas de rite de veuvage chrétien, là, puisque là, son église où elle milite n'a même pas célébré le mariage. Maintenant, le problème qui va se poser dans la suite de Charles Armel, c'est que comment la famille du défunt mari va se comporter, et la fille aussi. Parce que le rite de veuvage veut dire la fin du mariage. La fin du mariage avec l'homme qui s'est engagé à vous prendre à ses côtés. Mais au-delà de ça, le mariage traditionnel, c'est la famille qui épouse la femme. Maintenant, est-ce que la famille va lui donner un autre mari?
c'est possible, mais la femme peut également dire non. Parce qu'on aurait pu trouver une solution médiane, Megui, en trouvant un autre mari dans la même famille à cette femme. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on doit lui trouver un autre mari? C'est elle qui a... c'est elle qui doit décider de qui, avec qui elle va faire sa vie. Son mari qu'elle a choisi est décédé. Aujourd'hui, ici, il faut faire les rites de veuvage. Bon, qu'on les fasse, mais on n'a pas à lui imposer un mari, je suis désolée. On ne va pas lui imposer quelqu'un avec qui elle ne veut pas vivre. Parce qu'on épouse la famille en Afrique. Comme Bombok nous rappelle. On épouse, ça n'impose pas. C'est symbolique. On propose. Ouais. Voilà. Parce que pendant, en réalité, on propose. Parce que précisément, même au début, il peut arriver que vous n'avez pas dragué votre fille, votre épouse. C'est quelqu'un, c'est votre soeur, c'est votre maman qui a dit, j'ai vu une fille là. Surtout que Megui, quand même, elle a très vite perdu son mari. Il n'a même pas pu consommer une semaine. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de sa faute. Elle en est attristée. Elle en est attristée, elle doit faire le deuil. Déjà, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, Haribel nous parle d'une histoire où déjà on a cette épouse-là qui pleure la disparition de son mari, l'être aimé. Et elle pleure justement, elle se plaint de ce que il y aura des rites de veuvage qui lui seront peut-être imposés. Donc aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se dégage justement de tout ça? Ça veut dire que une épouse qui se plaint des rites de veuvage qui lui seront imposés, ça veut dire que les rites de veuvage aujourd'hui posent même un problème. Un problème, ça représente désormais un calvaire pour les femmes. Les femmes, quand elles sont dans leur foyer aujourd'hui, si vous causez avec 10, 20 femmes, 19 vous diront que si elles pouvaient se passer de ces rites de veuvage, elles le feraient. Bon, mais ça peut faire l'objet d'un autre débat. Non, ce n'est pas l'objet d'un autre débat. C'est le débat. C'est le débat. C'est ça le débat. Les débats sur le bien fondé des rites de parce veuvage. qu'elle est en train de dire, elle est en train de... Haribel, non, c'est le débat. C'est le débat. On n'est pas là pour savoir quelles sont les causes de la mort. Non, elle n'a pas refusé les rites. Le problème, c'est qu'elle n'a pas consommé. C'est trop tôt, c'est ça le problème. Justement, et je suis en train de dire que si elle n'a pas consommé le mariage, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est aujourd'hui la femme de ce monsieur qui est décédé, parce que l'acte de la dot a été posé sur le plan traditionnel, elle est la femme de ce monsieur. Donc elle doit pouvoir se conformer aux rites de veuvage qui doivent être faits. Maintenant, je dis qu'il se dégage de l'histoire de tendance d'Haribel, qu'elle pleure, elle se plaint, elle appréhende justement ces rites de Bon, avant Charles, peut-être Haribel peut nous repréciser l'inquiétude dans laquelle se retrouve cette femme. Oui, elle est dépassée parce que Sam, elle n'a pas consommé ce mariage. Elle dit qu'elle a connu cet homme dans l'église et après ils ont organisé la dot. Il est allé doter, mais seulement qu'au retour, il meurt. Elle n'a rien fait, elle n'a même pas encore mangé les 5 Donc du retour de la dot. Du retour de la dot, on l'a doté vendredi et samedi en cours de route, il est mort. Maintenant, on a organisé les obsèques, on l'a enterré et pour finir le deuil, on dit qu'elle doit s'asseoir, elle doit faire les choses, les rites. On connaît toutes les Moi, je dis si je suis à la place de cette fille, je ne ferai rien. Qu'on ne me donne pas la malchance, pardon. Moi, je dis que cette famille est une mauvaise famille. Parce que déjà, de un, je n'ai pas consommé ce mariage. Il est venu, on s'est arrêté juste à la dot. Bien sûr qu'il y a l'acte de mariage. Mais la mort n'avertit pas Haribel. La mort n'avertit pas. Donc c'est moi qui demande qui meurt. Pourquoi vous m'attachez chez vous? Non, il est mort, libérez-moi. Lavez-moi comme on dit chez nous. Lavez-moi avec tout ce que vous pouvez me laver. Et vous me libérez. Je m'en vais me marier ailleurs. C'est tout. Oui, je suis un peu surpris de... Je ne sais pas si je vais appeler ça taxer d'hypocrisie. Chaque système a ses règles. Quand vous allez à l'église, l'église a ses règles. Vous suivez le chemin de Dieu, vous allez au paradis. Vous ne suivez pas, vous allez en enfer. C'est vous qui choisissez un business. Lorsque vous décidez d'entrer dans la tradition par le rituel de la dot, rassurez-vous que le veuvage aussi a son rituel. Lorsque vous dites oui, vous allez chez les parents, vous dites oui, je veux ces deux familles qui prennent, chaque famille a son rituel. Alors à défaut de ça, n'entrez pas dans la famille. Parce qu'il y a des familles où c'est même encore plus long, où le rituel de veuvage, c'est peut-être 1 mois, 2 ans, parfois 3 ans. Il y a le rituel de veuvage 3 ans. Donc la fin est sanctionnée par le fait qu'un frère, ça s'appelle le petit frère, le cadet ou l'aîné, on confie la femme pour finir le rituel. Je suis mais non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui, chuter, on doit passer. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Parce que lorsqu'on dit, lorsque le papa demande, je bois, elle dit oui. Je bois, elle dit oui. Je bois, elle dit oui. Il boit. En ce moment, il dit embrasser la mariée.
embrasser désormais votre femme. Quand elle embrasse, c'est pas consommer le mariage. Consommer le mariage, forcément, ça doit passer par l'acte sexuel. C'est un gros débat. Je suis désolée. Alors, quand on parle d'hypocrisie, que oui, parce qu'on t'a doté, normalement, les rites de veuvage, tu dois t'y attendre. Vous allez assumer les rites de veuvage. Je suis d'accord, mais alors, dans ce cas-là, il faudrait qu'en dotant des femmes aujourd'hui, qu'on leur dise exactement en quoi consisteront les rites de veuvage. Posez la question. Non. On va vous répondre. Il faut qu'on leur dise. On peut également les poser de l'autre côté. Si c'est la femme qui meurt en premier. Voilà. Pourquoi vous pensez que c'est l'homme qui va mourir? Quand c'est la femme qui meurt en premier, je suis désolée, les tortures que subissent les femmes pendant les rites de veuvage ne sont pas les mêmes. Le veuvage chez l'homme est extrêmement simplifié et le veuvage chez la femme, c'est des tortures et tout ça, ça a un lien. Ça, c'est le débat sur le veuvage. Sam Sévérin, je chute, ça a un lien avec la cupidité, tout simplement parce que généralement, quand une femme perd son mari, la leitmotiv des belles familles, généralement, c'est de déposséder cette dernière des biens de son mari, déposséder cette dernière et ses enfants. Et c'est pour ça qu'on la torture. Même les rites de veuvage sont biaisés, sont tronqués, on fait de la donc pour ce cas-ci, elle ne doit pas s'y soumettre. C'est ça votre avis? Si c'est habilisant, elle ne se soumet pas, elle refuse. Ça, s'il te plaît. Assure Chalamel, il veut dire qu'après ces rites, on propose un frère, le frère de son mari. Que j'ai connu le frère, c'est une chose. C'est une hypothèse. On n'impose jamais. J'ai connu le frère, la Karuska, on me donne. Souvent on impose. Parce qu'on dit qu'il faut que l'homme, le frère de ton mari, te traverse s'il est gentil. S'il ne te traverse pas, tu es condamné à rester là. Qui me traverse? Est-ce qu'il y a un message sur ce sujet? Le temps qu'elle nous retrouve le message, il faut préciser que dans les traditions africaines, on appelle la femme l'argent. Il faut qu'elle le sache, on appelle la femme l'argent parce qu'on est allé prendre la femme. On appelle la femme l'argent, donc ça veut dire qu'on t'a récupéré. Tu appartiens à la famille. Lorsque vous rentrez dans une famille, prenez la peine de demander que dans la famille où je vais, ça se passe comment? Avant même d'y aller, c'est pour ça qu'on demande l'alliance des cultures. De l'alliance qu'il s'agit, il s'agit d'une famille qui va vers une autre. Vous liez. C'est un sujet bien compliqué. Meggy, oui, un message? Non, on attend encore les... Bon, voilà, en deuxième partie d'ailleurs, puisque le temps nous est très très précieux pour cette édition, Prends donc la colère. Vous reviendrez réagir sur ce sujet-là. Des rites de veuvage à une... A-t-elle été dotée que sur le chemin du retour de la dot, son mari, déçu d'un accident, forcément, trouve la mort? C'est un vrai sujet de discussion dans nos sociétés aujourd'hui. Voici donc la suite avec la colère de Charles Hamel. Ce matin, s'attarde sur un sujet qui a trait au transport de masse au Cameroun. Je m'interroge ce jour sur la question des transports de masse au Cameroun. Transport urbain. À qui profite le crime? Au ministre des Transports? Au délégué des communautés urbaines? Au préfet? Je m'interroge. Je me demande en toute vérité pourquoi le transport urbain de masse peine à décoller dans un pays comme le nôtre. Savez-vous que depuis la liquidation de la Société de transport urbain du Cameroun, SOTUC, notre pays fait face à d'énormes difficultés de mobilité urbaine, avec pour seule offre les cars, les cargos, les minibus, les taxis de ramassage, les clandestins personnels et les mototaxis, modes de transport qui, tout en rendant service aux populations, relèvent davantage de la débrouillardise et ne garantissent pas toujours ni la qualité des services ni la sécurité des usagers. Savez-vous que se déplacer aujourd'hui dans l'une des villes du Cameroun est un vrai défi, challenge, risque car aux usagers ne s'offrent que de vulgaires moyens? Permettez-moi de vous dire qu'avec la croissance accélérée de l'urbanisation, les déplacements dans nos villes sont de plus en plus difficiles pour tout le monde. Suffit-il d'acheter le maximum de bus pour résoudre l'épineux problème de transport urbain de masse, tant à Yaoundé, Douala, Bafoussam que Garoua? Comment comprendre l'inertie du préfet ou des non-préfets et des différentes communautés urbaines? Comment comprendre le fait qu'il n'existe pas de transport de masse entre les petites villes? Pour quitter de Ndjombe pour Pendia,
s'il n'y a pas les voitures en route, vous êtes mort. Pour quitter de Mbanga pour Loum, pareil. Pour quitter de Long pour Lobo, c'est tout un problème. Pour quitter de Lobo pour Kolpom, c'est encore un autre problème. Pourquoi doit-on souffrir avec des différentes communautés urbaines? Comment comprendre le fait que dans une ville comme Douala, il est difficile de raccorder certains points par les bus qui n'existent même pas? Village Bonaberi, cargo. Rond-point de Koti, cargo, taxi, personnel, Bensikin, Yassa, Aqua, c'est encore un problème. Si vous n'avez pas la moto, le taxi va vous prendre. Vous déposez au point X, du point X, vous reprenez un transport pour point Y. Comment comprendre que lorsqu'il est 19h, ou 17h30, 18h, 19h, dans les différentes villes du Cameroun, c'est les camions de passage qui chargent les gens. Exemple, salle de fête. Vous vous placez là tous les soirs, vous verrez un camion, Ben, qui transporte les gens pour village. Pas de voiture, personnel. Alors, en ce qui concerne les véhicules qui sont disposés, avec que la communauté a mis à notre disposition à Douala, c'est des problèmes. Lorsque ça ne tombe pas en panne, véritablement, c'est de l'arnaque. Où va-t-on avec le transport de masse dans ce pays? Eh bien, on commence par vous, Mbombok, pour replacer le sujet dans son contexte. Transport beaucoup plus en zone urbaine, c'est vrai, parce qu'en zone interurbaine, c'est bien plus difficile aussi en raison du réseau routier. Alors, qu'est-ce qui fait problème à votre niveau? Principal goulot d'étranglement. Pourquoi? Pour le cas des cargos, avant de revenir sur le cas de Socature, parlons d'abord des cargos. Mbombok. Précisément, il y a eu un manque Sam. C'est depuis 1995 que tout un matin comme ça, nos papas sont allés au travail à la Sotuc et on a dit, ils ont trouvé au niveau du portail que le chef de l'État a décidé que la Sotuc n'existait plus. C'était terminé. Et quelques temps après, le même chef de l'État annonce le bout du tunnel. On ne savait pas si l'on entrait dans le tunnel ou si on en sortait. On y est donc arrivé et effectivement, c'est les populations eux-mêmes qui se sont organisées pour trouver les cargos. Les cargos ont dit c'est les solutions de rechange. Certaines voitures qui n'avaient même pas de pièces, de visite technique, mais on se débrouillait parce qu'il fallait aller au travail, il fallait se déployer, aller au marché, ainsi de suite. À un moment, les accidents arrivent et les autorités publiques étaient obligées d'interdire ces cargos-là. Arrive alors maintenant l'initiative privée. Avec à Yaoundé, je pense, c'était le bus ou le car, et à Douala avec Socature, dans l'encadrement des communautés urbaines des deux grandes métropoles. Mais là, comme c'est la gestion est privée, vous allez dire quoi? Le gars va vous dire, je ne suis pas entré dans mes chiffres. Le plan d'exploitation prévisionnel que je prévoyais m'interdit d'acheter les bus. Et il va acheter 2 ou 3 bus qui vont faire deux lignes, c'est tout. Voilà, donc les cargos sont nés à la suite d'une insuffisance cliente. Donc, par rapport à l'offre aujourd'hui, Haribel, quand tu te déplaces à Douala, je ne sais pas si tu dois aller à Village, tu n'as pas le choix, ou bien Bonaberi, ça existe toujours quand même, les cargos? Oui, ça existe. Le gouvernement, c'est le gouverneur, c'est qui a dit qu'on doit enlever les cargos. Ils ne peuvent pas enlever parce que c'est leur business. Va sur la route de Bonaberi, il y a toujours les cargos là-bas. Donc, comme il n'y a pas moyen de traverser, Sam. Alors, je me rappelle bien, dernièrement, je crois que c'est l'année passée que Komsama a accueilli 6 taxis. Komsama, la ville de Komsama qu'on a tellement parlé, qui a formé les grands femmes dans ce monde entier. C'est l'année passée que Komsama a reçu entre 4 ou 5 taxis, c'est pas ça, Charles même. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Vous parlez de Socature, c'est plus la Socature, c'est la Socature, ça tue. C'est tordu comme ça, là, chaque fois ça calme. Si ce n'est pas sur la colline, ça ne s'arrête pas. Je ne comprends plus. Ce sont les motos qui ont pris le dehors. Maintenant, ici, là, dehors, dès que tu veux te déplacer, s'il n'y a pas le Baïsiki, tu perds ton temps. On marche même avec les gens qu'on ne connaît pas. On marche même avec les gens qu'on ne connaît pas. On te soutient. Mais vous acceptez de bâcher, c'est ça le problème? Qui? Une fois, moi. Tu peux refuser de bâcher. Je ne bâche pas. On me dit 5, c'est préfère payer 500 que de bâcher. Tu bâches avec quelqu'un qui te sert, tu entends seulement. C'est quoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de taxi. On nous embrouille. Quand il y a la canne des morts, on embrouille les gens. On veut les nouveaux taxis. On veut qu'on retape. Où en sommes-nous? Ce sont toujours les mêmes choses, les mêmes cargos circulent. Quand nous ne nous fatigue pas. Quand ils veulent les noms, quand ils veulent être en haut, ils sortent les lois, ils sortent. Après, ça les embrouille encore eux-mêmes. Alors, mais dis, ça c'est pour la situation qui est celle de Douala, à bracadabrantesque, comme le dit Charles Amel. Mais pour Yaoundé,
à la suite de le bus, récemment, il y a eu l'avènement d'une nouvelle société, toujours, hein, initiative de la communauté urbaine, et l'inauguration avait fait l'objet quand même de beaucoup de tintamarre de la part du ministre des Transports. Voilà, il faut dire que quand même, Yaoundé, malgré que ce soit toujours insuffisant, est quand même un peu plus choyé sur ce plan-là que Douala. Ouais. Un peu, ouais. Mais maintenant, le transport urbain et interurbain au Cameroun, il faut le dire, c'est assez décevant, assez décevant. Quand on est dans une ville comme Douala où le plus acceptable, c'est encore le transport par des taxis qui est acceptable. On a les motos, on a les cargos, tels que le disait Haribel aujourd'hui, qui sont dans quel état et qui circulent comme ça au sud des autorités. On a ces bus-là, je ne sais pas si je peux citer la compagnie. Voilà, je vais voilà. Oui, elle est connue, la Socature. Voilà. Ces bus qui circulent aujourd'hui, vous voyez un bus qui est penché comme ça, des bus qui prennent feu. On en est, je crois, au 3e ou au 4e qui a déjà pris feu, comme ça, où des passagers ont dû sortir en cascade pour éviter de se faire brûler. Donc, tous ces bus-là, on ne sait même pas s'ils respectent ces véhicules, qui ne respectent même pas la visite technique. Bon, c'est vrai que le problème est trop profond, Megui, pardon de te relancer, parce que ça commence par la surpopulation. À Douala, ça dit qu'il y a beaucoup trop de monde qui doivent se déplacer. Ça passe par l'état des routes, qui ne sont pas, parce comme on le sait, on parle des véhicules qui font dans le transport, c'est-à-dire qui en font un commerce, mais il faut pas le nier, que même quand vous avez votre véhicule aujourd'hui à Douala, il n'est pas facile de circuler. Quand vous avez votre véhicule ou que vous preniez un taxi ou une moto, il n'est pas facile de circuler, donc c'est tout le réseau qui est bouché. Ouais. Il n'y a pas de route, on est en surpopulation, il n'y a pas assez de véhicules. Et même quand il y en a, c'est des véhicules qui sont dans un piètre état. Ouais. Voilà, donc alors, conséquence, Charles Hamel, ce sont les motos qui ont pris le pouvoir pour le cas de Douala. Mais je voudrais qu'on sorte un peu de Douala, parce que Haribel a évoqué le cas de Konsamba tout à l'heure, qui a également un réseau routier totalement délabré. On ne sait pas ce que font les autorités de ce côté, qui ont pourtant payé il y a un délégué, il y a la mairie de Konsamba premier aussi. Non, ils ont un budget de fonctionnement, Sam Severin, donc ils n'ont pas un budget d'investissement. Donc ceux de Konsamba, laissez-les. Mais tout à l'heure, lorsque Megui parlait de Yaoundé, vous n'étiez pas d'accord? Non, je n'étais pas d'accord parce que la STECI ne marche pas. Le ministre, je pense, le ministre qui nous avait dit qu'il fallait des cartes magnétiques. On avait commandé des cartes magnétiques parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des tendances de corruption et de détournement. Et on ne pouvait plus payer chez le monsieur qui est assis, excusez-moi. Donc la STECI qui a été inaugurée récemment en grande pompe, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne comme le Cameroun. On attend les cartes magnétiques. Donc désormais, vous voulez sortir, vous achetez votre carte magnétique de 1000 francs. Vous entrez, vous balancez comme les cartes de lecteur qu'on va nous ramener bientôt. Vous envoyez ça pointe 100 francs. Le monsieur ne fait que vous conduire. Non. Pour dire, rappelons-nous de la CAN 2017. Avec l'affaire de Taxi Verified. Le délégué tournait avec l'Assemblée tous les taxis. Il a dévoilé les taxis qu'on a amenés, les taxis qu'on a apportés, Taxi Verified. Faux, Sam Severin. Pourquoi faux? Parce que c'est les taxis qu'il a collectés à Douala. Il a collecté, j'ai discuté avec moi 20 taxis qui disaient que c'était les agents de la communauté urbaine qui descendaient. Monsieur, votre taxi est beau, on va vous prendre, on va sûrement vous donner les clients. La communauté va prendre une partie, le reste sera pour vous. Donc la crainte, c'est pour vous, vous allez bosser. Les gars nous ont dit que jusqu'à aujourd'hui, même un appel, ils n'ont pas reçu un seul appel. Le taxi vérifie aller où? Poser la question à notre délégué. Sam Severin, nous avons Socature. De la fourberie. De la fourberie. Nous avons Socature. Socature est devenu quoi? Qu'est-ce que Socature fait aujourd'hui? Lorsque Socature gare, si vous êtes au-dessus, vous êtes une colline, vous êtes derrière un bus de Socature, faites tout pour fuir. Faites tout pour fuir, ça faut le dire. Si c'est à la descente, vous êtes mort. Socature aurait normalement dû être fermé parce que depuis la nomination de son directeur comme ministre, la gestion qui a été héritée par son épouse est de plus en plus catastrophique aussi. Mais ils ont même monté depuis, vous ne savez pas. Avec des personnels qui souffrent tout le temps. Ils se sont levés à matin, ils ont monté depuis à 250. À prendre ou à laisser. Mais on se retrouve où dans un pays comme celui-ci, Sam Severin? Nous avons le préfet, c'est de la responsabilité du préfet. C'est de la responsabilité du préfet d'enclencher le processus. Nous avons besoin de transport dans une ville comme Douala. Placez-vous au marché central. Vous allez voir quel type de IAS ou quel type de cargo raconte les gens pour amener à Bonabéry. Dans quelle situation les gars traversent le pont?
Comment est-ce que les gens sont assis dans ces différents bus? Et vous avez des agents de maintien de l'ordre, lorsqu'ils ciblent, le gars s'arrête, non, gars, c'est mauvais aujourd'hui, c'est 200, c'est 300 qu'on donne. Cet argent va où? Est-ce qu'on se soucie véritablement de la population? En une année, les chiffres sont scabreux, des accidents, des décès occasionnés par les bentikines. Qu'est-ce qu'on peut faire Mbombok pour sortir de cette léthargie concernant le transport urbain? Vous avez quelques préconisations à formuler? Tout à fait, Sam. Comme l'État, le gouvernement a fait faillite, il faut encadrer d'initiatives privées et les accompagner. Par exemple, au cas de la socature, Sam, ce monsieur, je ne le soutiens pas, mais il avait dit lui-même qu'on lui donnait les bus de seconde main par la RATP en France. C'était son initiative personnelle pour essayer d'accompagner les masses camerounaises à se déplacer. Et avec un crédit investissement, c'est-à-dire, il va chez le banquier lui dit, bon, je t'accorde, par exemple, 10 millions de francs, les bus comme ça, tu dois rembourser. Donc, en fait, c'était une initiative privée. Moi, je ne peux pas véritablement le condamner. Sauf que parce que quand il arrive, qu'on a fait ça, les bus tombent en panne, il n'a pas les moyens des pièces de rechange et tout. Donc, ça veut dire que... Donc, l'État ne l'a pas accompagné, c'est ça? L'État ne l'a pas accompagné du tout. L'État ne l'a pas accompagné, sûrement sur un point où l'État lui a dit, à Douala, tu vas avoir le monopole. C'est tout. À Yaoundé également, la société qui était là, on lui a dit, tu vas avoir le monopole. Et on sait ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, lui, au lieu qu'on lui dise, vous avez le monopole, mais débrouillez-vous, on lui demande de payer derrière. La preuve, n'oubliez pas qu'il est sénateur RDPC suppléant. Voilà, merci beaucoup. Le sujet concernant le transport urbain au Cameroun est très vaste et on va sans doute y revenir avec vos messages aussi que l'on va lire en deuxième partie de ce programme. Le temps est venu pour nous d'introduire notre invité. Ce lundi, nous sommes dans le domaine du 7e art. On parle de culture en général, puisque nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un jeune réalisateur-producteur d'origine camerounaise qui voyage beaucoup et qui a beaucoup d'ambition dans ce secteur, malheureusement qui ne prospère pas véritablement, qui ne permet pas à tous les acteurs camerounais de trouver leur compte comparé par exemple à ceux qui viennent du Nigeria ou alors du Ghana. Alors pour en parler donc, nous accueillons monsieur Gilbert Agbo Ebot. Bienvenue, welcome. Bonjour. Thank you very much, sir. Je m'appelle Agbo Gilbert Ebot. Je suis producteur de films et je suis camerounais, mais je suis anglophone camerounais. Je suis basé à Boya. Je suis parmi les membres de producteurs qui ont essayé pour projeter l'image de ces pays dans le domaine du cinéma. Et je suis aussi un Public Relations Officer de Cameroon Film Industry. Je suis le fondateur du Cameroon International Film Festival, CAMIF. Ça se passe chaque année à Boya. C'est comme Écran Noir. Je suis ravi d'être ici à Equinox TV. Parce qu'on a réussi à vous attraper, vous êtes en route pour un pays étranger, dans le cadre justement de ces projets-là où vous voulez développer, tisser de nouveaux partenariats dans le film camerounais. Il s'agit de quoi exactement? Oui, je viens de rentrer du Nigeria pour chercher la distribution, parce que au Cameroun maintenant, ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas les expertises qui manquent, c'est le marché, c'est la distribution pour les films camerounais qui manque. Et même les télévisions privées comme le Canal 2, le Equinox TV, STV, ne peuvent même pas acheter les films camerounais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens parce que les compagnies ne font pas les publicités avec cette télévision. Ils ne font pas les publicités avec toutes ces télévisions. Pourquoi? Parce que la câble a détruit le business pour les gens qui ont les télés, qui paient les taxes au Cameroun. La câble est protégée par le ministère de Communication parce que c'est un système mauvais, un système qui ne se fait pas partout au monde sauf qu'au Cameroun. C'est un système qui détruit l'industrie de entertainment au Cameroun parce que le cinéma nigérien, quand il s'est ouvert, ça a fait ouvrir aussi la musique nigériane, ça a fait ouvrir le design, le fashion au Nigeria. L'industrie du cinéma a beaucoup fait pour le Nigeria, comme le Ghana, comme le Sud-Afrique, comme l'Amérique, le hindou. Mais au Cameroun, on a commencé de faire le film plus avant que le Nigeria. Mais le Nigeria nous a dépassé maintenant, c'est ça? Parce que notre pays, le système qui est en place est le système qui fait retarder les Camerounais, même
comme on est très ambitieux et on veut faire beaucoup. Est-ce que le problème n'est pas le fait que le Cameroun n'a pas réussi à s'arrimer aux différents standards? Parce que le problème, c'est le Nigeria a commencé, mais avec les standards internationaux tant recherchés. Mais est-ce que le fait, c'est pas qu'au Cameroun, on s'est limité à ne pas regarder à faire à la camerounaise, comme pour dire? Monsieur, dans ce cas-là, moi je dis non, parce que dans le FESPACO, c'est le film camerounais qui a gagné dans le FESPACO. Ils ne sont pas nombreux qui gagnent là-bas. Non, on parle de la masse. Non, moi je de la masse. Pour la masse, let me say this in English. If you look at it statistically, the highest content is coming out from Cameroon, from Northwest and Southwest. The highest content. The system that you people in Francophone Cameroon or Francophone countries in Africa or do films is different from us in the anglophone system. Nous, on fait le film avec les petits moyens. Mais vous, les francophones, vous attendez les budgets de subvention, peut-être par l'État ou bien par une institution comme le Goethe Institute ou bien Coopération française. Mais nous, on fait un film comme le business. Moi, j'ai pas... Quand vous faites avec les petits moyens, est-ce que vous respectez la norme? Voilà, les standards, c'est ça? Oui, on a respecté la norme. Moi, je viens de tourner un film, un parti aux États-Unis, un parti au Cameroun. Si le film n'est pas bien, ça veut dire que d'autres films faits par les francophones devaient gagner à FESPACO. D'autres films faits par les francophones devaient gagner à Sitengi. D'autres films faits par les francophones devaient gagner, même les films nigériens. Si on part à un festival international, on dépasse les Nigériens, ça veut dire qu'on fait aussi les films dans le même standard et dans les mêmes... Alors, mais Guy, c'est bien complexe parce qu'il nous dit que les Camerounais sont un peu plus forts que les Nigériens. Oui. Mais curieusement, ce sont les Nigériens qui ont pignon sur rue à l'international. Je pense que oui, je suis d'accord avec lui sur un point, c'est qu'il y a de la substance au Cameroun. Mais je pense également que peut-être qu'on n'a pas accordé beaucoup d'importance au domaine cinématographique au Cameroun dans un premier temps. Parce que quand on voit comment est-ce que nos films, nos sketchs étaient faits, on a l'impression que c'était fait avec beaucoup de légèreté. C'était pratiquement toujours la même chose dans des quartiers. C'est vrai qu'il faut peut-être, c'est bien de présenter la réalité du terrain et tout, mais toujours dans des quartiers très démunis, avec des cabanes. Il n'y avait pas assez d'innovation à un moment donné. On a au Nigeria aujourd'hui, je pense, hein, sauf si je me trompe, de grandes écoles qui forment des acteurs, des grandes écoles en art dramatique et tout. Mais au Cameroun, on n'en a pratiquement pas. On n'en a pratiquement pas. Je crois que la plus sérieuse aujourd'hui, c'est peut-être du côté de Boya, la Boya Film Academy. Madame, il faut savoir que la meilleure façon de faire apprendre le cinéma, c'est au terrain. Ce n'est pas à l'école. L'école, moi j'ai fait fréquenter au Nigeria, mais j'ai rentré au terrain pour apprendre. Ce que j'ai appris au terrain est plus ce que j'ai appris à l'école. Au Cameroun, il ne faut pas vous confondre. Ce que mes collègues, les Fingong Tchalala fait à Douala, ce n'est pas le film. Oui. Ce que les Monica fait là, ce n'est pas le film. On est d'accord. Moi, je peux même dire que ce que Terry Tama fait, il essaye. Mais si tu viens à Boya, on ouvre nos tiroirs pour vous montrer les films. Je suis d'accord. Vous allez rentrer chez vous en pleurant. Le problème, c'est le système qui est dans notre gouvernement qui détruit le cinéma camerounais. De quelle façon? De la façon de laquelle ils acceptent que ce système de câbles marche au Cameroun. Donc, avec ce système de câbles, ça veut dire que nous, on ne peut jamais vendre nos films. Tant qu'on ne peut pas reçu de récupérer l'argent qu'on a investi, on ne peut même pas faire bien pour améliorer nos systèmes de cinéma. N'oublie pas que le cinéma, c'est l'argent. Ça coûte très cher. Tu ne peux pas investir 20 millions dans un film. Et après, tu ne peux même pas vendre le film dans ton propre pays. Le premier marché de ton film, c'est dans ton pays. La raison de laquelle moi, je fais venir le Nigérien dans mon film, c'est parce que je suis une anglophone. Et je peux faire le film dans le système qui favorise le système nigérien comme vidéo, et le film va entrer dans le marché des Nigériens pour que je puisse récupérer. Mais normalement, je dois faire toute la concentration pour que le film soit exploité au Cameroun, parce que c'est tourné au Cameroun, ça a eu l'autorisation de tourner au Cameroun, ça a eu le censor au Cameroun, c'était pas au Nigeria. Mais tant que le système de câble marche, il n'y aura pas les marchés de DVD, il n'y aura pas les salles de cinéma.
Parce que même si aujourd'hui tu ouvres le salle de cinéma, oublie ce que les Bolloré ont fait avec les conneries de cinéma là qui fait là. Donc selon vous, le câble... Ça c'est la politique. Donc selon vous, le câble c'est le câble, pour lui c'est la principale cible. Le câble c'est le problème du cinéma. Oui, le problème du cinéma... la piraterie et le problème de cinéma, le problème des câbles, ce n'est même plus... Ça dépasse le cinéma, même la musique. Montre-moi un musicien qui a fait vendre 5000 copies de son album au Cameroun. Il n'y a personne. Parce que tout le monde regarde ça sur Trust Africa. Mais le Trust Africa devait être sur le bouquet de Canal. Et ce n'est pas tout le monde qui doit avoir ces bouquets de Canal. C'est parce que c'est à cause de ça qu'il y aura les gens qui doivent acheter ça à 500 francs ou bien 1000 francs pour aller écouter ça à la maison ou bien visionner ça à la maison. Mais il ne peut pas parce qu'il a ça chez lui en 2000. Très bien. Alors, à ce stade, on va faire intervenir Mbombok pour qu'il puisse nous donner ses premières constatations en tant que, on va dire, un des grands observateurs sur ce plateau-là. On a bien compris, même si moi je reste sur ma faim, parce que je ne vois que le cinéma nigérian et ghanéen qui se développe, qui a une très forte pénétration. Et même si depuis quelque temps, on voit quand même des films camerounais diffusés dans des chaînes du groupe Canal, par exemple, qui sortent, c'est-à-dire même TV5 Monde a souvent diffusé des films du Cameroun. Alors, Mbombok, vous avez écouté M. Arbor et Bot depuis le début, qu'est-ce que vous en dites? Trois choses fondamentales, je vais aller vite. La première, Sam, il a raison sur toute la ligne. J'ai dit, le dernier festival des arts et de la culture a été organisé ici à Douala par Henri Bandolo. Et c'est ça qui a matérialisé la mort du film et de la culture camerounaise, Sam. Il y avait ce qu'on appelle la direction des arts cinématographiques. Donc Bassek Bakobio, il travaillait. Et pourquoi Bassek part, j'allais même dire fuit. Mais il n'a pas fui parce qu'il a dit des choses exactement ce que développe notre invité tout à l'heure. Il a dit, nous avons peu de moyens. Le peu que nous avons, nous pouvons faire les films dessus. Films documentaires plus films de longue production, de longue portée. Ça a été pris comme résolution, on n'en a plus parlé dès la mort de Henri Bandolo. Tous les ministres de, comme on appelait à l'époque, information de la culture, avant même qu'on échange au ministère de la communication, de la culture, ainsi de suite, ainsi de suite, ça a foutu le camp. C'est pour cette raison que moi j'apprécie son initiative qui vise chaque fois à interpeller et les opérateurs économiques qui eux-mêmes n'existent pas en réalité. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai dit qu'ils n'existent pas? C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement tout de suite fasse deux choses fondamentales. La première, c'est que les hommes d'affaires qui mettent de l'argent dans la production de films, cet argent ne soit pas taxé, qu'on ne prélève pas le TVA dessus. Deuxièmement, qu'on coupe ce qu'on appelle les câbleaux opérateurs. Les câbleaux opérateurs pour que, quand vous prenez votre abonnement, je ne sais pas dans quel distributeur, vous payez cher, de telle manière que vous n'ayez pas à aller regarder les films. Quand on est sur les câbles opérateurs, je ne comprends pas bien, c'est ceux qui diffusent les chaînes comme Africa Magic. Oui, tous les autres. Les chaînes comme Africa Magic ne peuvent même pas payer le droit d'auteur au Cameroun. Absolument. Parce qu'ils ont piraté les chaînes au Cameroun. J'ai fait venir la DSTV au Cameroun. Ce que tu vois chez toi, Africa Magic là, tu ne payes pas. Normalement, tu dois avoir un décodeur DSTV chez toi pour que, en réalité, quand tu vas à DSTV au Sud-Afrique, ils ont les petits red boutons là. Ça montre tous les satellites qu'ils ont partout. Mais au Cameroun, si tu vois les chats, le chat est en haut. Ça veut dire que beaucoup de gens suivent les chaînes Africa Magic. Mais ils n'ont pas les satellites parce que 2 ou 3 personnes ont acheté le décodeur, ils mettent ça derrière leur maison, ils sortent le fichier des images, ils commencent à connecter dans la maison de chacun. Et après, ils récupèrent 5 000 ou bien 2 000 dans le mois. C'est la piraterie la plus mauvaise au monde. L'autre dernière chose a été élaborée par Ambroise Mbia, Jean-Pierre Bekolo. Jean-Pierre Bekolo qui disait qu'effectivement que l'État, quand il met les moyens, on parle d'1 milliard pour la culture en général, mais qu'on donne ce qui est réservé pour le cinéma. Et les cinéastes, ils se connaissent, que ce soit du côté de Bamenda, Douala ou Yaoundé, ils se connaissent même à l'étranger. Et ils ont fait l'expérience, je le confirme, au dernier FESCAPO à Ouagadougou. Les 2 dernières éditions, les films camerounais, je vous dis, qui ne sont même pas connus ici, qui ont fait le tabac là-bas. Donc ils disent que cet argent qu'on leur donne, ils sont organisés, ils vont amener le film camerounais à la nation. Haribel Berlis, il a dit ce que vous faites ici, c'est de la gnognotte, hein, vous les Monica et tout, vous tous là, donc c'est rien du tout.
Ouais, tu as bien compris, c'est pas des vrais films. J'ai tout compris et j'ai Voilà, appris que les films comme ça, là, tout ça, c'est j'ai sérieux. appris que je croyais que les films comme ça, elle a tourné que le film. Ouais. Hey, Gilbert, Oui. Thank you, madam. How are you? I'm fine, thank you. Welcome for Equinox City. Thank you You very don't much. teach me something today. C'est les bafingo bidi tourner, nonsense. Non, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Il faut qu'ils viennent dans le vrai terrain pour voir le travail. Parce que tu ne peux pas tourner une image avec, dans le système qu'on a aujourd'hui. Je crois que même Equinox va entrer dans le digital et high definition. Et tout tourne encore avec le camcorder. Tout tourne encore là avec le camcorder. Maintenant, où tu vas à Boya, on est en train de tourner avec les Blackmagic et avec les Red. Toi, tu es encore avec les camcorders. Camcorder, c'est pour faire l'anniversaire de l'enfant. Alors, terminons par Aribel. Oui, moi je sais que ce qui tue le cinéma au Cameroun, c'est les téléphones Android. Tu vois quelqu'un, il prend son téléphone, il prend ses petits soeurs, il appelle ses petits soeurs au village. Que venez, j'ai écrit quelque chose. Dès qu'on met le téléphone sur toi, alors, tu dis good morning. Après, dès qu'on met sur toi, alors, tu dis how are you. Allez, directement, il a acheté son laptop non-sam. Il arrive, il fait le montage, La chaîne là qui est sortie pour diffuser les films, les séries là, la chaîne qui est sur au Cameroun là, qui encourage la paresse là, qu'on me ferme ça. Qu'on me ferme cette chaîne là. C'est cette chaîne là. C'est vraiment, on laisse aller au Cameroun. Ça fonctionne dans tous les domaines. On laisse tout venir, tout entrer. Il n'y a aucun contrôle. Même La dans les chaîne films. encourage la paresse. Vraiment, Ça fait maintenant que dès que quelqu'un a son téléphone Android, il a son laptop, il sait qu'il est cinéaste, il est acteur, il est producteur. Et c'est fini. Directement, il verse ses sons au marché. C'est le film, c'est le film. Ça ne peut pas marcher. Si on ne censure pas ça. Alors, on va revenir maintenant, si vous permettez, sur le jeu des acteurs. Parce que il a dit tout à l'heure, j'ai des questions à poser. même Thierry Tamak se débrouille, c'est ce que j'ai bien compris. Absolument, Thierry Tamak a commencé, il fait des sketchs. Oui. Maintenant, même votre sœur que vous aimez, la princesse Erika, elle a commencé par la musique maintenant. Oui. Parce qu'ils sont dans des environnements qu'on peut organiser. On est en train d'entraîner Thierry Tamak vers le film. Mais Thierry Tamak n'est pas encore cinéaste, n'est pas encore acteur de cinéma. Il va vers. C'est précisément là le problème. Donc nous on le prend déjà comme un acteur accompli dans le cinéma. Et moi je crois qu'il y a un problème fondamental. Quand on parle de Cameroun, il y a beaucoup de francophones qui ne promotent pas le Cameroun, ce qui sort chez les anglophones Cameroun. Je vais vous dire ça carrément. Les francophones aiment projeter ce qui est francophone. Quand tu prends les bus pour aller à Yaoundé, tu vas suivre dans les bus garantis ou bien touristiques. Ils vont mettre les Monica et tout ça. Mais même quand tu lui donnes un film anglophone pour jouer, il dit non, attends, peut-être au niveau de Boumiébé, il va dire ok, amène-moi le film. Avant que le film même joue même 30 minutes, tu es déjà à Douala. Mais il préfère de montrer ce qu'est francophone. Moi, je vous dis quelque chose. Le cinéma n'a pas la langue, n'a pas de tribune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire venir une Thierry Tamak pour venir jouer dans mon film. J'ai fait venir Lucie Memba. Elle a joué dans 2 de mes films. J'ai fait venir Brice Aboya et Raphaël. Ce sont les francophones, ce sont les Camerounais. Mais mon script que j'ai écrit a besoin d'un acteur qui peut parler avec la langue francophone. Et je l'ai fait venir. Mais tu vois, chez vous, les francophones, ici à Douala et à Yaoundé, quand vous faites vos films, c'est seulement les francophones. Vous ne mélangez pas. Quelqu'un comme Basset Bakobio, c'est quelqu'un que j'aime et je le respecte. Pour faire un festival 21 ans, is that how they say it in French? Yes, 21 years. Et tu vas à Écran Noir. Écran Noir devait être la lumière cinématographique en Afrique centrale, à toute l'Afrique centrale, Central Africa. Mais Écran Noir est encore en train de débrouiller, comme ça vient de commencer. La seule chose qui fait que on se connaît Burkina Faso, c'est le FESPACO. Mais pourquoi le gouvernement ne peut pas soutenir Écran Noir? Pourquoi tous les médias camerounais ne peuvent pas soutenir Écran Noir? Dès que Bassel Bako veut que Equinox, tout le monde vienne, on demande, il faut qu'il paye. Dans quel pays que tu dois payer une maison de télévision ou bien une presse, newspaper, pour venir avoir les contents, pour faire
dans les medias house, ou media paper. Oui, Charles Lamel. Oui. Alors, moi, je veux dire que cela arrive parce qu'ils ne comprennent rien. L'ensemble de nos ministères, et vous êtes en train de le défiler, ils ne comprennent rien parce que ce sont des professeurs de français qui sont installés gaillardement au ministère de la Culture et non des artistes qui sont censés le faire. La preuve, le jour que le chef de l'État va acheter un film camerounais, qu'il va s'asseoir et le regarder, vous verrez, tous ces hommes d'action, ces hommes de terrain vont s'occuper. Mais moi, je m'intéresse au circuit de distribution. Parce que vous vous plaignez des câbles distributeurs. Vous vous plaignez de ce... Comment est-ce que le film part du studio, du banc de montage, pour les câbles distributeurs? C'est vous, les différents responsables, qui transportez le produit, qui allez rencontrer les chefs, les différents responsables des médias, et parce qu'on ne peut pas acheter, vous dites il faut absolument qu'on voie et qu'on me connaisse. Pour qu'on me connaisse, il faut que j'aille voir les câbles distributeurs, qui ne vous demandent rien, qui ne payent pas, vous dites joue, pourvu qu'on me connaisse. C'est simple. Oui, je peux vous répondre ça directement parce que dès que le film sort dans le studio, comme nous on fait, on peut tourner un film en 2 semaines. Ouais. Dès qu'on finit le film, entre dans le studio, 2 semaines c'est prêt. Ouais. Parce qu'on veut récupérer cet argent. Ouais. On prend le film, on va à une maquetta. On a ce qu'on appelle un maquetta. Lui, il achète le droit de film en master. C'est lui qui va mettre ça en DVD. Dès qu'il met ça en DVD, il va maintenant vendre ça dans le marché pour récupérer son argent. Maintenant, 6 mois après, tu as le droit de vendre ce film à un câble comme DSTV. Tu signes un contrat avec Mnet. Mnet te paye et il te dit que, ok, voici le film. Moi, j'ai dépensé 20 millions pour ce film. Et avec vous, je vais vous donner ça à 10 millions parce que j'ai déjà récupéré à ma moitié de l'argent avec un maquetteur. Il dit non, je vais vous donner 5 millions. Il te donne 5 millions. Si tu es OK, ici. Maintenant, c'est lui qui va faire projeter le film. Et avec le bonheur de film, si le film est bon, ça va attirer le sponsor qui va mettre leur publicité là-bas. C'est lui qui va gagner. Ça, c'est la procédure normale. Oui. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui est fait. Non, le terrain, moi, je ne peux pas. Aucune anglophone ne peut pas faire... Non, je ne voulais pas vous poser le problème anglophone. Non, je ne voulais pas... Excusez-moi, monsieur. Aucun système. Il y a 2 systèmes. Il y a un système francophonie et il y a un système anglophone. Quand je parlais d'un système anglophone, je dis que ça concerne le Nigeria, le Cameroun, ça concerne le Ghana, le Tchad et le Sud-Afrique. Je ne parle pas de Cameroun, anglophone, Nord-Ouest, South-Ouest. Je parle de anglophone comme un système Commonwealth. Il n'y a aucun producteur de film Commonwealth qui va donner son travail à une distributeur qui montre je vais faire connu. Ça ne se fait pas. Parlons donc du droit d'auteur. Dès que tu fais ça, tu bloques là où tu peux faire l'argent au droit d'auteur. Justement sur le droit d'auteur. Oui, c'est comme le Cameroun maintenant. On vient de voter une loi qui est signée par le Premier ministre. Qui fait quoi que, qui fait reconnu le système francophone, pas le système anglophone. Parce que dans le système francophone, c'est le réalisateur qui a le droit de film. Parce que lui, dès qu'il fait son script, il part maintenant à Goy Institute, ministère des Arts et Culture, coopération française, on lui donne l'argent. Il vient, il tourne le film, c'est lui qui contrôle son projet. C'est lui qui contrôle son projet. Mais chez nous les anglophones, il y a un producteur. C'est lui qui va maintenant, il cherche l'argent. Il fait maintenant, je viens, je dis grand frère, tu es très bien pour faire ce travail. Je vous paie 1 million. Viens travailler pour moi comme un réalisateur. Moi, je vais être producteur. Et c'est le producteur qui signe le droit de film. C'est le producteur qui est la première personne pour le droit de film. Mais maintenant, vous me dites qu'un système francophonique, un producteur comme moi, je dois être au droit voisin. Pendant que le réalisateur, c'est lui qui prend le premier droit de mon film. Est-ce que c'est normal? Voilà. C'est normal. Les gens assis à Yaoundé là, ils prennent les décisions qui ne connaissent pas rien. Ils oublient que ce pays c'est un pays à un 2 systèmes, un système anglophone et un système francophone. I will not be accepted to be governed by a francophonie system of filmmaking. It will not happen. Tant que what do you do? Est-ce que vous êtes constitué donc en syndicat pour mieux vous défendre? Parce que we don't believe in syndicates. We believe in unions and groups.
You understand? Francophones believe in syndicate, which to me is a bullshit. Because le système francophone peut dire que tu as le droit de créer deux, trois syndicats. Nous, les anglophones, tu ne peux pas créer 2 unions. C'est seulement une union. Il y a le Cameroun Film Industry CFI qui est bien établi avec les 6 guilds. Il y a le Producers Guild, Actors Guild, Directors Guild, Cinematography Guild and Technician Guild. Mais comme les francophones n'aiment pas être en règle, ils ne veulent pas s'inscrire à CFI. Il dit que non, on a notre syndicat à Douala. Tant que vous avez votre syndicat à Douala, faites vos choses. Merci, on a 5 minutes, monsieur. Pour les Oscars américains, nous avons l'information selon laquelle vous, monsieur Arbo, avez permis à ce que au moins un film camerounais, je crois bien, soit nominé aux Oscars. J'ai rentré aux États-Unis l'année passée et avant d'aller là-bas, vous pouvez constater que le premier Tanzan était fait au Cameroun avec les Américains en 1984. Aïdjo gave them a lot of assistance. So I went to the Oscars and I told them, you people, this movie won awards at the Oscars, 5 awards for best films. Even you invested $48 million and you had $180 million. You never gave credit to Cameroon, neither to Amadou Aïdjo, neither to the Cameroonian people. So on that note, you have to pay us of the incentive that you're owing Cameroun. C'est à ce niveau-là qu'on a constaté, on a discuté, finalement, ils ont dit que, ok, ils vont nous compenser que un film camerounais peut entrer chaque année aux Oscars à partir de cette année, de 90th edition, à un film, on appelle ça foreign language, le langue étranger. Ça veut dire que tu peux faire le film en pidgin, ou bien tu peux faire le film en votre patois. Ça va entrer comme le Slumdog Millionnaire qui est fait en hindou. Ça va entrer dans les Oscars. Est-ce que le ministère de la Culture a été informé de cette... Le ministère de la Culture a joué un grand rôle, parce que notre directeur de cinéma, monsieur Madiba George Oloko, il était avec moi au téléphone pendant que j'étais au bureau des Oscars. C'était au Cameroun, c'était 3h la nuit et moi là-bas c'était presque 9h le soir. J'étais au téléphone parce qu'il voulait des confirmations que je suis Camerounais, je suis un producteur de films et ce que je sais, j'ai dit est vrai. Parce qu'à ce moment, M. Georges a beaucoup fait, il a tout travaillé toute la nuit avec les gens des Oscars. On a eu une lettre de confirmation. À partir de ce moment, tous les Camerounais, anglophones, francophones, bamileke, bayangi, n'importe où que tu viennes, tu as le droit de faire un film pour envoyer aux Oscars. Il y a quand même le fait, on a parlé du jeu des acteurs. Félicitations déjà pour cela, il faut qu'on vous tire un coup de chapeau. Mais on a parlé tout à l'heure du jeu des acteurs. Comment vous réussissez à jouer avec le jeu des acteurs? Parce qu'aujourd'hui, il y a de la matière, il y a du talent, mais le talent abusé. Parce que dans tous ces différents systèmes, parfois, on fait d'abord tourner l'artiste, les différents acteurs, soit on lui donne une monnaie, enfin on le dépanne, comme on va dire. Non, tournons d'abord, est-ce qu'on va vendre le film, on vous allez être rémunéré. Mais c'est pas ça. Comment ça fonctionne? Ça devrait fonctionner en principe. À Boya, dès que tu invites un acteur pour venir jouer dans ton film, premièrement, tu loges l'acteur. C'est ta responsabilité, tu le nourris. Tu lui payes avant de venir même au set. Et le coût, ça fait combien, par exemple, à Boya? Ça dépend de la négociation que tu as avec la personne. Ça dépend aussi de la relation que tu as avec quelqu'un. Quand j'ai fait venir Melissa Ditamine au Cameroun, c'est une actrice américaine. Je ne l'ai pas payée parce que c'est mon ami. Mais j'ai payé le billet d'avion et avec le billet d'avion de son manager. Seulement le billet d'avion, business class, Houston, Cameroun, c'est $7,000. That's $7,000. So if you look at the two, it's $14,000. So I'm already spending more than I would spend with a Cameroonian. You understand? So it depends on your relationship that you have with an artist. And il y a certains acteurs qui aiment l'histoire. Dès qu'ils aiment l'histoire, ils peuvent dire oh non 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 non. Don't worry, I want to be playing this role. Je vais jouer dans cette caractère. N'importe ce que tu as, tu peux me donner. Merci. Malheureusement, on est à la fin. On est à la fin. Il doit partir. Oui. Une question pour lui, ça. On est à la fin, Haribel, je suis désolé. Bon, maintenant, une question, vas-y. Oui, je vais demander à Gilbert. Oui, maman. S'il te plaît, dis-moi, parce que on connaît déjà ça. Quand un producteur veut les acteurs, surtout film, il cherche toujours à passer sur elle. Pourquoi? C'est comme vous faites, monsieur Gilbert. Oui. Quand un producteur veut une actrice, on a ce qu'on fait, on appelle audition. Il faut aller à une audition. Dès que tu entends qu'il y a une audition quelque part et tu es confidence, la première acteur, c'est ta conscience. Dès que tu es conscience que tu peux jouer sur le caractère, il faut aller à l'audition. Et c'est là-bas que
tu vas montrer ce que tu peux faire et on va te choisir pour mettre Audition dans en toute objectivité. Un message voilà, de Théodore Do, qui est réalisateur documentariste, qui nous dit le collègue cinéaste là est très pertinent, très audacieux et dit les choses comme il faut le dire. Il a raison, il faut briser le vase et faire avancer ce métier au Cameroun. Nous, les francophones, ne sommes pas souvent très ambitieux. Les anglophones ont mis en place un système commercial très ingénieux. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on doit reconnaître que les acteurs anglo-saxons, beaucoup plus, du Nigeria et du Ghana sont les plus connus. Merci Johnson, Desmo, Ini Edo et autres. Rita Dominique, qui sont nombreux, dont les noms sont bien connus au Cameroun. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir ce type d'acteurs? Ils sont connus au Cameroun parce que le gouvernement, le système nigérien voulait qu'ils se connaissent. N'oubliez pas que c'est Sani Abacha, général Sani Abacha, qui avait pris une décision au Nigeria en 1996. Il a décidé qu'il ne veut plus aucune film étrangère diffusée dans le Nigeria. Les Nigériens ne vont plus, they do not have a choice, only to watch Nigerian films and to listen to Nigerian songs. C'est là où on a eu les Danfo Driver, les Baba Faro, les Two-Face qui ont sorti. Si le gouvernement camerounais décide, comme c'était fait au Ghana avec John Kufuor, à un certain moment, il avait dit qu'il ne veut plus les films nigériens au Ghana. Il faut que les Ghanéens commencent à consommer les choses nigériennes. C'est là où ils ont sorti les John Dumelo, les Magic Michel, les Van Vika, les Nadia Boari. Le gouvernement camerounais aussi peut prendre cette décision. Il ne prend pas cette décision maintenant. Pourquoi? Parce que quelqu'un gagne derrière la câble. S'il ne gagne pas derrière la câble, il devait déjà fermer la câble. Merci. Tu ne peux pas dire que la câble c'est illégal, mais quelqu'un ne c'est intarissable. Bon, on va vous libérer parce que vous devez prendre un avion dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'être venus achalander et enrichir ce programme. Le Zénith se poursuit avec la musique et puis la deuxième partie. Oui, voilà la chanson Mariage de mathématiques de Petit Pays qui a récemment célébré un anniversaire de sa carrière. Bon, on ne sait pas s'il pensait déjà avoir beaucoup trop fait pour fêter ce parcours-là. De toutes les façons, c'est à chacun son histoire et sa propre histoire. Voilà, on a voulu prendre une respiration musicale avec cette musique et la suite avec vous, Meggy, sur les messages qui nous sont arrivés. Voilà, Sam, donc on a ce message qui nous dit « Cette histoire de rite de veuvage traditionnel, c'est de l'arnaque et de l'humiliation pour la femme. Je propose le modèle islamique où la femme fait juste 4 mois, 10 jours pendant lesquels on se rassure si cette dernière n'est pas enceinte. Après quoi, elle est libre de s'engager avec qui elle veut et la famille du défunt mari n'a aucun droit sur elle et n'intervient à aucun moment pour la nuire dans cette période. » Mais tout le monde n'est pas islamisé. Et non, il faut dire une chose simple, on n'impose pas, la tradition africaine n'impose pas à l'épouse veuve d'épouser ou de quoi. On lui fait des propositions, surtout lorsque cette femme a eu des enfants. Pour préserver le sang, on peut te dire, est-ce que tu es prêt? Quelquefois même les cousins du défunt refusent. Donc on pense comme si on impose. Non, l'autre chose, quand on parle de maltraitance, c'est précisément lorsque, puisque le mariage appartient à la communauté, on a vu votre comportement à l'égard de votre défunt mari. On va vous dire, vous ne veniez jamais au village, vous ne faisiez jamais ci, vous ne faisiez jamais ça. Donc ça arrive, donc même dans nos coutumes, lorsque vous avez donc peur d'un certain de ce mariage, vous pouvez vous adresser au bien tout le monde. On fait comme si il y a eu une assemblée générale qui a dit on va terroriser les femmes qui ont perdu leur mari. Le message, vraiment, il faut lire le message. Comme si on fait preuve de mauvaise foi, il faut reconnaître que les femmes sont extrêmement maltraitées pendant les rites de veuvage par rapport aux hommes. Moi je viens d'en subir dernièrement pour les femmes, non pas. J'ai dit non, il y en a même une qui m'a dit je veux prendre le cousin de mon mari. C'est le cousin du mari là depuis. Non, du tout. C'est peut-être elle qui a tué avec la balle du cousin. Tué son mari. En tout cas, un autre message donc, qui nous dit moi je ne suis pas d'accord pour les rites de veuvage en général. Mon grand-père étant premier notable dans notre village, voilà, je ne sais pas pourquoi ce message défile comme ça, étant premier notable dans notre village, non loin de Bangou, avait plus de 12 femmes, mais avant son décès, il y a 20 ans, il avait dit qu'il refusait les rites, qu'on fasse des rites de veuvage à ses femmes.
et qu'après 9 jours au sol, on les rase tout simplement et c'est fini. Avant, c'était obligé, la femme devait prendre pour époux le frère de son mari, sinon la sorcellerie devait intervenir. Mon oncle est décédé il y a 35 ans, laissant 2 épouses. Ces 2 frères se sont partagés les femmes jusqu'à faire des enfants avec. Mais de nos jours, nous disons non à ça. Quand tu entres dans une famille, c'est pour une personne. Même si les familles veulent toujours nous obliger, nous disons non. Voilà, il faut donc dire qu'en matière de veuvage au Cameroun et même sur le continent africain, cela dépendra forcément de la communauté à laquelle vous appartenez. Si vous êtes de la région du Sud, on ne vous les appliquera pas, ces rites-là, comme si vous étiez ressortissant de la région de l'Est ou de l'Ouest, et vice-versa. Et ça dépendra aussi de votre congrégation religieuse. Parce que chez les chrétiens catholiques, ça existe bel et bien ce qu'on appelle les rites du veuvage chrétien. C'est-à-dire que les prêtres ont cela, ils ont reçu cela en tant que consacrés, d'imposer des mains avec tout un rituel qui est consacré à tous ceux-là qui ont perdu leur époux. On va revenir faire ce débat puisque le temps est venu pour abonder dans le sens des réseaux sociaux à présent. Voici la revue des réseaux sociaux, toujours avec vous, Meggy. Merci Sam Sévérin. Donc la revue des réseaux sociaux pour ce premier jour de la semaine. On va revenir sur l'affaire de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala. Donc aujourd'hui se tient la 11e assemblée plénière des évêques de l'Afrique centrale et le discours très attendu justement du nonce apostolique Monseigneur Piero Piopo qui depuis donc la disparition de Monseigneur Jean-Marie Mbala n'a pas parlé et ne s'est pas fait entendre justement. Et on se rappelle que ce week-end, il y a eu justement cette sortie de Monseigneur Samuel Cléda qui a réaffirmé la position de l'Église catholique en soutenant la thèse de l'assassinat. Il a dit que l'Église catholique soutenait que Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala a été sauvagement assassiné. Et de ce fait, il ne tenait donc pas compte de ce qui était véhiculé dans le communiqué émis par le procureur auprès de la cour d'appel du centre en la personne de fils Tamak. Voilà. Voilà. Est-ce que, Charles Hamel, on peut faire ce rapprochement-là, c'est-à-dire la sortie attendue ce jour à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques du nonce apostolique, puisque le thème de cette opération a bel et bien été défini. On parle de dialogue interreligieux et de communisme. Alors, mais il y a l'affaire de la mort de l'évêque qui va hanter pratiquement ces assises. Vous espérez qu'au cours d'une telle opération... Si l'Église en elle-même ne s'est point prononcée, il faut le dire, après le décès de Monseigneur Mbala, quand je parle de l'Église, je parle de Rome, je parle de l'Église catholique du Gabon, je parle de l'Église catholique de Guinée équatoriale, je parle de toutes ces églises qui vont se réunir à Yaoundé. Aucune n'a formulé une lettre pour soutenir, renforcer la foi des chrétiens donc à ce niveau. Même encore, je vois attendu que le nonce apostolique se soit prononcé. Non, il ne l'a pas fait. Donc il faut dire que c'est comme dire que cette règle, la loi de l'Omerta, va continue à faire son petit chemin. Moi, je suis d'accord avec la position de l'Église parce que ça va remettre en question l'ensemble des principes de l'Église. S'ils récupèrent le corps, ils acceptent le corps, ça suppose qu'il s'est noyé. Que dit l'Église concernant les noyades? Est-ce qu'on a le droit de faire un ensemble de rituels, c'est-à-dire donner le culte, faire l'onction sur un noyé, quelqu'un qui a décidé de porter atteinte à sa vie? Non. Ça suppose que ceux qui vont se pendre, ceux qui vont se noyer, ceux qui vont se suicider par empoisonnement auront droit au même traitement si jamais l'Église. Donc ça met l'Église face à un problème. Si l'Église accepte, ça veut dire qu'ils rejettent le principe et forcément, ça va remettre en question l'ensemble des dogmes qu'ils ont lancés. Donc je pense aujourd'hui que la position de l'Église, je m'attendais à ce que peut-être Fils Tamak dise autre chose que de maintenir la thèse d'une noyade. Souvent, on a vu le cas où on nous présente des individus en disant voici les criminels, voici ceux qui ont tué et puis le truc est passé. Pourquoi ça tarde? Son téléphone portable qui jusqu'aujourd'hui, l'Église ne cesse de demander pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas l'historique pour savoir la personne qui l'a appelé avant qu'il ne sorte. Pourquoi est-ce que cette personne est attachée? Les préalables, c'est pas quand il y a pas de question. On va revenir sur la sortie du procureur de Yaoundé tout à l'heure avec vous, Haribel. Mais d'abord, Mbombok, sur le cas
notamment du silence qu'évoque Charles Hamel. Est-ce qu'on peut parler de silence de l'église de Rome, puisque c'est la même qui est représentée au Cameroun tout de même, je crois? Non, moi je ne pense pas qu'on puisse parler maintenant du silence de l'église de Rome. D'abord parce qu'on dit dans les enquêtes que Monseigneur Bala avait adressé une lettre au nonce apostolique. Ça veut dire que le nonce apostolique est soumis aux enquêtes. C'était le cas, premièrement. Deuxièmement, même les appels téléphoniques, tout le monde est soumis aux enquêtes. Et par rapport à cela, Monseigneur, le nonce apostolique ne peut pas encore faire de déclarations publiques. Même leurs confrères de la région de la CEMAC qui se réunissent à Yaoundé, on envoie généralement des messages de réconfort à la conférence épiscopale. C'est à la conférence épiscopale de véhiculer, parce que c'est une institution, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, l'autre fois, moi je me réjouis de la sortie de Cléda, parce que là, comme il a dit lui-même, qu'ils se conforment au rapport de la première autopsie. Et la première autopsie dit quelque part qu'il y a eu des traces de violence sur le corps de Monseigneur. Ce que ne veut pas affirmer les soi-disant experts. Moi je l'appelle soi-disant experts de procureur Ntamak. Ça veut dire donc que pour l'église, il a été assassiné. Même s'il arrivait qu'on l'enterre la semaine prochaine, ils vont dire on a assassiné notre évêque, on va continuer les enquêtes. Sûrement. Mais il faut, oui, justement, il faut la ils lumière. ont également, mais l'église a les moyens, ils ont sûrement les appels téléphoniques que l'évêque a dû réaliser. C'est quand même l'église. Et ils ont également les médecins là, et je termine par là. Moi, j'attends plutôt la réaction de l'ordre des médecins de Cameroun. Leur confrère vient, soi-disant d'Interpol et tout, qui vient dire que, mais non, monsieur, vous ne savez rien de la médecine. Vous dites que le corps a été, nous on dit que, oh, c'est le même. Et ils n'apportent même pas de certitude, absolument. Ils sont dans la probabilité, les médecins soi-disant. Voilà, tout à fait. Donc, je voudrais que là, le professeur Tétanier, qu'il refasse encore, je le cite, parce que c'est lui qui est venu nous dire que Koumatekele est arrivé morte à la Cantini. Qu'il vienne donc nous dire aujourd'hui que non, nos confrères qui viennent de l'Allemagne là, non, qu'ils se foutent la camp. Nos confrères qui ont travaillé au Cameroun ont le bon rapport d'autopsie. Alors, Haribel, l'affaire s'est emballée ce week-end avec la sortie qui était attendue des évêques du Cameroun, Monseigneur Samuel Cléda, qui est donc venu confirmer la thèse de l'assassinat. Et aujourd'hui, on attend de connaître la suite. Et puis, ça a confondu donc le rapport, le communiqué du procureur du centre qui, lui, avait plutôt menti, semble-t-il, puisqu'il a dit que l'affaire est bouclée, terminée, il n'y a plus rien à voir, circuler. C'est comme ça que cela a pu être interprété. Le procureur, là, le procureur a montré les limites. Le procureur a montré les limites. Il est en train d'avertir, c'est un ultimatum qu'on vous donne. Comme dès que vous levez la tête, on vous abat. Issa Chiroma a dit quoi depuis? Pourquoi ce autre n'est pas sorti? Papa Issa Chiroma, il t'attend depuis. Tu as regardé l'enfant de c'est un qui valait sa tchatchou. Il était à côté. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, mon Seigneur? Comment tu ne dis rien? Tu laisses la place au procureur. Le procureur vient nous mentir. Le procureur vient nous menacer. Ça, ce sont les menaces. Il veut demander au prêtre et au ceci de ne pas parler. Parlez, je vous soutiens. Si ça ne va pas, vous m'envoyez. Il veut parler à la radio. Il veut parler à la télé. Ce n'est pas bien. Ils ont commencé ça depuis. Vous avez laissé. Ils ont tué les soeurs, tué les ceci, tué les cela. Maintenant, ils ont touché mon Seigneur. Ils ont poussé le bouchon très loin. L'autre aussi, nous-mêmes, le poussons avec l'autre là. Qu'on a tué. Quand vous voyez les photos de Monseigneur, quand vous voyez son corps, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé, qui est normal. Il ne s'est pas levé, aller se jeter dans l'eau. On l'a tué. On a pris le bureau et écrit je suis dans l'eau. Qui peut écrire que je suis dans l'eau, ce qui n'est pas tombé dans l'eau? Qui vient de mourir? Et surtout, on a réalisé que le corps n'a pas pu faire plus de 4 heures dans l'eau quand on l'a retrouvé, selon les dernières enquêtes. Et puis, vous parlez de ce procureur qu'on ne voit pas. Il a fait un simple communiqué. Il aurait pu venir face à la presse, tenir une conférence de presse pour qu'on le voit, qu'il puisse parler au monde entier. Voilà, donc, entre autres choses. Bon, aujourd'hui, on apprend quand même, Charles Hamel, que l'Église s'est constituée partie civile, porté plainte au niveau du tribunal de Bafia. Voilà, c'est ça. Alors, il faut quand même dire, Sam Sévérin, qu'une affaire comme celle-là, la laisser passer pour l'Église serait un affront. Parce que dans la première lettre qu'ils avaient commise, ils sont allés jusqu'à dire c'est un de trop, un mort de trop. Je pense que l'expression en elle-même, cette expression renvoie à ceci qu'ils ont souvent fermé les yeux sur X, fermé les yeux sur Y. Regardez la vitesse avec laquelle, lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, des informations sont données sur des prêtres, des assassinats des prêtres, les relations qu'il y a eu entre X. C'est comme si c'est une sorte de déclassification
qui est en train d'être faite actuellement sur les réseaux sociaux avec des dates, des heures, des lieux, de toutes les différentes personnes qui ont été impliquées dans ces affaires. En aucun moment, je n'ai vu ces différentes personnes impliquées parce qu'on cite avec des noms et des noms même de personnes qui sont vivantes et encore dans l'église. Je m'attendais à ce que ces personnes réagissent à travers des communiqués, que non, silence total. Alors je pense qu'à ce niveau, soit c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, aujourd'hui il se livre, c'est une guerre de clans, il se livre aujourd'hui, les pauvres fidèles que nous sommes, ne nous retrouvons qu'à lire, à nous faire notre propre justice. Aujourd'hui, qu'ils posent et qu'ils se constituent en partie civile et qu'ils aillent devant les tribunaux, je pense qu'ils ont suffisamment d'arguments pour défendre leur thèse. Très bien, Megui, pour terminer. Et moi, je disais qu'au-delà même de la colère des évêques, il y a cet outrage, cette insulte au corps des médecins du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, venir remettre en cause le premier rapport d'autopsie qui a été délivré, qui était clair. Et il faut dire que la conférence épiscopale était représentée. Il y avait un médecin qui représentait la conférence épiscopale lors de l'acte d'autopsie sur le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala. Ils ont été clairs sur le fait que ce corps-là, il y avait un bras cassé, il y avait une grave blessure au niveau de la nuque, il y avait les organes génitaux mutilés, hypertrophiés, et il n'y avait aucune trace d'eau dans les poumons. Donc ils ont rejeté la thèse d'un noyade. Moins de 4 heures. Ils ont été formels. On dit bien que c'est les meilleurs médecins, parmi les meilleurs médecins qui ont réalisé l'autopsie sur ce corps-là. Alors aujourd'hui, quand on vient nous remettre en cause, pourquoi est-ce qu'un communiqué n'avait pas été fait justement pour voilà, on a seulement communiqué sur le rapport des médecins dits d'Interpol. Donc il y a eu manifestement une volonté de camoufler, de maquiller la vérité. Celle-ci existe bel et bien quelque part et elle devra bel et bien éclater au grand jour. Il semble même d'ailleurs que certains, au niveau des grands commis qui sont chargés de mener les enquêtes au Cameroun, sont bel et bien au courant de la vérité dans l'histoire, mais non pas celle qui a été divulguée par le magistrat Jean Fistamac aujourd'hui, qui n'est pas rentré par la bonne porte dans l'histoire judiciaire camerounaise autour de cette scabreuse affaire sur laquelle on va sans doute revenir. Mais Guy, la deuxième information. Voilà la deuxième information qui concerne le parc automobile de l'État. Donc pour le budget 2018, on va donc vers une réduction des crédits destinés à l'acquisition de nouveaux véhicules et la rationalisation de leur affectation. À cet effet d'ailleurs, il y a une circulaire du président de la République du 20 juin 2017 relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2018 qui met un accent sur l'affectation des véhicules de service au sein des administrations. Il faut également préciser que ça a été l'une des conditions sine qua non du FMI, le Fonds monétaire international, pour pouvoir octroyer un crédit au Cameroun, c'est-à-dire que limiter la dépense publique. Bon, il faut que ce soit le FMI qui vienne nous rappeler que vous êtes un pays pauvre et que vous n'avez pas besoin d'utiliser. Alors, un seul de ces véhicules, je crois qu'il est dans les Haribel, ça fait 50-60 millions en bas mot. Donc, un seul de ces véhicules-là. Quoi, Sam? Et les gens meurent à Basile, ils dorment sans manger. Un seul véhicule coûte combien, papa? Nous sommes déjà privatisés. Donc, ils nous ont vendu pour acheter les grosses voitures. Tu as encore dit que combien de millions là? Nous sommes vendus. Je ne suis plus camerounais, je suis chinoise. Non, je suis FMI. Tu sais que c'est FMI, non? Je suis moi FMI maintenant. Je ne suis plus camerounaise. On m'a privatisé, je suis vendu. Tchai! Je n'ai plus rien à dire ça. Je suis fâché. Charles Hamel. Alors, Sam Sévérin, rappelez-vous, lorsqu'on parlait de, il y a peut-être 5, 6 ou 7, 8 ans par là, lorsqu'on parlait de l'entrée du Cameroun dans le PPTE, pays pauvre très endetté, le Mali s'était opposé. Le petit Mali s'était opposé en disant que le Cameroun ne peut pas être PPTE. Qu'on récupère l'ensemble des véhicules du parc automobile, on vend, ça va remonter l'économie du Cameroun. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 ministres camerounais. On a plus de 70. Je compte ceux ayant le rang de ministre, le rang de secrétaire d'État. Ils sont nombreux. Il y a des véhicules de 75 millions. Je dis 75 millions. Je ne compte pas ceux qui vont prendre des crédits, des lignes bien après, parce que le véhicule, on aura enlevé le module dont il faudra commander la pièce, parce qu'il y a des ministres qui sont champions de cela. En l'espace d'un an, ils se retrouvent avec 2 véhicules parce que le premier a été déficitaire et tout. Non, on sait combien ça sont. Si vous multipliez 75 millions, soit 70 véhicules, ça vous fait combien? Je dis seulement par le chiffre 60, ça vous fait combien? Ça vous fait combien dans les caisses de l'État? Bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas s'arrêter à dire qu'on va
on va. Le on va est trop lointain pour le Cameroun. Le on va peut être fait sur 5, 10, 15, 20 ans. Le chef d'État prescrit il n'y a pas longtemps le comptage physique. Vous avez entendu que ça a démarré? Ça n'a pas encore démarré. Le comptage physique du personnel des fonctionnaires, ça n'a pas encore démarré. Mais on attend. Vous allez voir que le mois de juillet, on va encore payer. Le mois d'août, on va encore payer. On va vous demander d'attendre, puisque c'est inscrit dans la ligne budgétaire de 2016-2017. On va voir comment, dans la prochaine, on va pouvoir. Non, ça me suffira. Le on va au Cameroun est trop lointain. Et surtout, en matière d'acquisition et d'octroi des véhicules de service, ça ne concerne pas seulement que les dirigeants, directeurs, ministres, jusqu'au chef de service, le ministre. Non, je dis les plus petits fonctionnaires qui sont là-bas, ils ont droit aux véhicules également à leur niveau, d'un certain niveau. Eux, ils sont dans les véhicules de 15-10 millions, voilà. en réalité. Donc, forcément... Qui leur servent même à quoi? Voilà. Qui leur servent à quoi quand ils ne mènent même pas une politique? C'est un état bling-bling. Voilà, une politique de proximité. Voilà. Ils ne vont même pas à la rencontre des populations. C'est juste pour se pavaner, se faire tout beau dans les villes. Les véhicules qu'on vous donne, c'est pour travailler. C'est pour vous permettre de vous déplacer dans le cadre de vos différentes tâches. On ne va pas prendre 60 millions pour acheter un véhicule à un fonctionnaire. Et surtout que ça leur sert même dans des campagnes électorales. Justement. Pour les ministres en place, lors des campagnes, ils se déplacent. Même pour leur week-end au village, on le sait. On sort du sujet. Vous n'avez pas vu les commissaires qui ont les 4x4. Voilà. Les commissaires à qui on donne dans une ville comme Douala, on donne un 4x4. Alors que le commissaire qui est à Yabati, qui a besoin d'une vraie 4x4. Il n'a pas de 4x4. Bon, donc même nos parlementaires, leur traitement devrait être sujet à discussion aussi. Hein, parce qu'ils ont des émoluments quand même qui dépassent largement le... Mais en 2013, Sam, lorsqu'ils arrivent, justement, nous avons voté les lois. J'avais d'ailleurs failli faire un mouvement de grève pour dire qu'on doit augmenter leur fonctionnement. Et on a augmenté leurs frais de fonctionnement, même leurs frais de véhicule. Sam, non, moi je ne crois pas au FMI parce que le FMI lui-même sait que ça ne servira à rien. De 1986 à 2006, l'État du Cameroun n'a pas eu de l'argent, les Camerounais se sont appauvris, mais une caste de gens s'est enrichie. Les rapports de la BEAC nous disent que de 1986 à 2006 et aujourd'hui, certaines personnes ont plus d'argent que les entreprises. Maintenant, les 390 milliards qu'on voudrait nous accorder, ce sera pour enrichir les autres qu'on venait de recruter là, pour qu'eux aussi s'enrichissent et que pour que le président fasse en Coupe des Nations en 2019 et manipule les élections en 2019. On est donc bien mal parti. Dernière information. Donc la dernière information, c'est à propos de Aladji Touré qui n'est plus à présenter. Donc Aladji Touré pressenti comme prochain président du conseil d'administration de l'association qui gère les droits voisins au Cameroun. L'élection se tiendra le 15 juillet 2017 du côté de Yaoundé. Ceci donne apparemment lieu déjà à des manœuvres en vue de l'écarter, en l'occurrence ces allusions qui font état d'une double nationalité dont il jouirait. Ce grand homme de culture, donc, dont jouirait ce grand homme de culture. On se rappelle du film qui s'est déroulé à la Sokam où Prince Dédi Eyango justement a été mis hors jeu de la course à la tête de cette institution au motif qu'il jouissait également d'une double nationalité. Très bien. Bon, alors, ceux qui sont derrière cette cabale, c'est comme ça qu'il le dit lui-même, parce que j'ai beaucoup discuté avec lui hier. En attendant, samedi prochain, ces gens ont publié une copie d'une des pages de son passeport en indiquant que celui-ci était d'origine sénégalaise. Donc un passeport sénégalais, mais on n'a pas publié la première page. Donc c'était juste l'une des pages où on indiquait que, bon, au niveau graphologique, ça relève d'un passeport sénégalais et il y avait un visa où il partait de Paris pour je crois, le Canada, où il avait pu donc obtenir ce visa-là. Bon, il indique que c'est une machination, tout simplement, qui ne va pas prospérer. Moi, je pense, s'il est d'origine sénégalaise et qu'il a la nationalité camerounaise, ça veut dire qu'il peut postuler. Et parce que l'article 31 de cette loi de 68 dit qu'il n'a pas pris la nationalité sénégalaise après. C'est-à-dire que si là-bas avant il a pris la nationalité camerounaise, ça veut dire qu'il a rigoler. Aladji Touré, Charles Amel, voilà. Il est d'origine sénégalaise, je ne sais pas. Je demande à la régie de mettre les traits. Peut-être là, à partir des traits, on va voir. Voilà, on peut déterminer s'il est sénégalais ou non. Mais ça peut vous donner mon avis aussi simple. Non, si vous permettez que je termine. Ça met ici également en mal. Nous avons quand même un agrégé de droit au ministère de la Culture.
On vient de tenir un forum sur la diaspora tout à l'heure. Et je sais qu'il y a un ministre, un maire de ce pays, une maire de Baganté. Elle a voté en France pour les élections françaises. Elle est maire de Baganté. Et c'est une double nationalité. On permet aux Camerounais de voter, de participer aux élections. De toutes les façons, pour l'instant, la loi pour la gestion des droits d'auteur, elle est celle-là. Il ne faut pas avoir la double nationalité. Même pour les grands gestionnaires du pays. Je vous donne mon avis. Je n'ai plus besoin d'un artiste musicien dans l'implication d'un artiste musicien dans les affaires de droit d'auteur. Pourquoi? Parce que Aladji Touré a son clan. Il a un clan bien défini. Lorsqu'il va arriver, il y aura une opposition par rapport à un autre clan. C'est ça le système. Parce que l'autre clan, c'est celui de Daniel Ndo, justement. Pas seulement Daniel Ndo. Il y a au moins 3 clans, Sam Severa. Pour les 3 voisins. C'est ça que je dis, 3 voisins. Il y a au moins 3 clans et des clans dangereusement violents. Non, c'est ça, Sam. Vous avez vu comment les informations sont. Parce que Daniel Ndo est bien introduit. Plus on va se rapprocher de mercredi, plus vous vous rendez compte que des informations sur sa petite vie privée vont commencer à sortir. Non, j'estime, ça me semble qu'aujourd'hui, laissons les artistes, prenons un anonyme, on le place là, on lui donne la possibilité, il va s'en faire. Je crois qu'aujourd'hui, je suis à la vue où vont les choses. J'ai comme l'impression qu'il faut qu'on pense à une recolonisation de mentalité. Mais cher cette histoire, vous nous éloignez du sujet. Cette histoire de passeport sénégalais, ça sort d'où? Aribel, tu connais quand même le grand Aladji Touré. Oui, je connais le grand. Oui. Mais il est Camerounais, non? Aladji Touré, même comme c'est un nom sénégalais là. Aladji Touré, il m'a commencé comme ça pour amener aux gens qu'on a amené sur Dédié Yango. On entend le nom Yango, le prince des montagnes. Dengalmon dit qu'il est américain. Même la personne qui dit qu'il est américain, elle ne n'est pas camerounaise, elle a double nationalité. Non, mais... Si on parle de double nationalité, Jean de Dieu Momo a voté au Dayama. Non, on te cite. Jean de Dieu Momo a voté au Dayama. Il n'a pas voté Donald. Il n'avait pas voté Donald. Roger Mila a voté où? Il n'a pas voté Macron. Pourquoi vous voulez déranger alors que Pourquoi vous voulez déranger alors que vous-même, c'est ce que vous faites? Je veux l'avis de Megui sur le sujet puisqu'on a terminé. Mais mon avis, c'est que quand on nous laisse tranquille avec cette histoire de double nationalité, qu'on érige, c'est définitivement à la tête chercheuse. On sait très bien ce qui se passe. On sait qu'il y a des gens qui maintiennent des postes ici à la tête de cet État qui ont d'autres nationalités. Donc on nous dit que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Ben, écoutez, qu'on mène donc une enquête profonde pour savoir qui est camerounais, exclusivement camerounais et pas d'une autre nationalité. Bon, alors, pourquoi ça sort seulement maintenant? Moi j'ai envie de me demander. Donc, pour le cas de Aladji Touré. Ce n'est pas aujourd'hui. Rappelons-nous de l'autre là, celui qui avait chanté là, excusez-moi, je n'ai pas le nom. Amona Mininga, il est devenu aujourd'hui pasteur. Ndolé, et tout ça, il dansait. Marcel Bobo. Marcel Bobo, à l'époque, on avait doté les artistes et musiciens d'un fonds. Ben, il devait percevoir après les droits d'auteur. C'était un don spécial du chef de l'État. Lorsqu'il est arrivé, on lui a dit que mon frère, tu es un Congolais. Quand on écoute tes musiques, ben, tu n'es pas Congolais. Il est rentré à Zouété chercher ses cousins, ses frères, pour venir dire qu'attester vous-même que vous êtes Camerounais. Voilà. Donc, pour vous dire qu'au Cameroun, lorsqu'on veut vous écarter, on trouve les méthodes. J'ai reçu hier vraiment la photocopie de ce passeport de Aladji Touré. Vraiment, moi, j'étais dépassé. À l'époque de Dédé Yango, les gens sont allés jusqu'à l'ambassade. Ils ont rédigé à l'ambassade pour juste obtenir une réponse que c'est véritablement un citoyen américain. On dit même qu'il était en fin de séjour, donc même la police camerounaise pouvait même la réponse. Quand il œuvre pour la culture camerounaise, voilà, on ne sait pas qu'il est d'une autre nationalité. Voilà. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrête avec ça, monsieur Aladji Touré, le très blanc. Il a même organisé ici à Douala les Aladji Touré Masterclass. Donc pour les jeunes gens, on ne va pas dire qu'il n'a rien fait. Il a passé beaucoup d'années en France, à Paris, à accompagner des dizaines d'artistes camerounais. Et aujourd'hui, il veut gérer l'entreprise en matière de droit voisin. Je crois qu'il a le profil personnellement. Bon, maintenant, c'est une affaire d'artiste. Charles Hamel estime que les artistes doivent sortir de cette affaire. Bon, l'élection, c'est samedi prochain pour l'élection de la Société des droits voisins. Voilà. On prend interpellation. Le système éducationnel camerounais est beaucoup. On devrait changer la manière d'éduquer nos enfants, dans la mesure où le système éducationnel camerounais est beaucoup plus basé sur le fait de rendre nos apprenants des futurs employés. On ne les inculque pas la faculté à créer, alors qu'en principe,
si on est censé être employeur, ça veut dire que quelque part aussi on peut créer l'emploi, on peut aussi être employeur. Donc pour moi, on devrait apprendre, inculquer l'esprit d'entrepreneuriat à travers par exemple des startups. Ailleurs, il y a des startups qui se créent tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'au Cameroun, quand il y a c'est un événement, alors que ça devait être la norme? Donc pour moi, on devait apprendre le leadership et l'entrepreneuriat, inculquer ça à nos enfants dès la base. Et aussi, revenir aussi aux valeurs africaines. Parce que j'ai l'impression que Internet et les autres médias occidentaux nous dirigent, nous façonnent la manière de penser et de réagir, ce qui n'est pas bien. Chaque culture se développe, c'est vrai, mais en s'appuyant sur ses bases à elle, en copiant ce qui est bon chez les autres, en ajoutant sur ce qu'on a d'important, qui est la solidarité, le travail, l'effort et la récompense par la suite. L'éducation de nos enfants de nos jours, les startups en matière de création de nouvelles entreprises. Il y a d'ailleurs beaucoup de plateformes aujourd'hui en matière de création d'emplois par rapport à l'insertion des jeunes. Il évoque les médias occidentaux qui jouent un mauvais rôle aussi. Internet aussi. Oui, tout à fait. Les médias occidentaux et Internet qui façonnent la façon de penser, c'est vrai. Moi, je partage ce point de vue. Parce que lorsque vous allez du côté de l'Occident, de l'Hexagone, vous allez vous rendre compte que les Français ne sont pas si accrochés que cela, et aussi aux médias comme nous, ici en Afrique, où lorsqu'on dit, parce que telle chaîne française a dit ceci, ça fait l'objet de tout un débat. Lorsqu'un journaliste français, aussi piteux soit-il dans son état, sa façon de travailler, on retrouve les journalistes à pleurer. Non, je pense qu'il veut nous amener à nous élever. Mais sur le plan de l'éducation, moi je m'accroche là. Nous avons deux systèmes. Nous avons un système purement français qui phagocyte l'esprit à ne donner que la connaissance. Pour être recruté, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Tu as quel diplôme? Contrairement au système anglophone où on parle de qu'est-ce que tu sais faire. Un système anglo-saxon où qu'est-ce que tu sais faire? Où dès la base, on prédispose l'enfant à travers une orientation précise. Si l'enfant dit qu'il veut faire mathématiques dans le système anglophone, on ne va l'orienter que dans les mathématiques jusqu'à ce qu'il obtienne l'ensemble de ses diplômes. Donc je crois qu'il faut qu'on repense cela. Nous avons toujours de bac A4, nous avons toujours de bac espagnol, nous avons toujours de bac de baccalauréat, de licence, histoire, géo, transport, logistique. Il faut qu'on sorte de ce domaine. Comment faire pour sortir? Et c'est là où est le problème de l'intégration de la jeunesse aujourd'hui. Parce que tous ne veulent travailler que dans les bureaux. Personne ne veut se lancer dans une activité. Vous créez votre start-up aujourd'hui, vous voulez recruter, vous cherchez le financement. Plus dans le secteur francophone, on parle de la recherche du financement. Et l'invité de tout à l'heure nous l'a dit. Ici, de côté francophone, c'est la recherche de financement. SSI, alors que chez eux, ils créent une sorte de synergie. Ils se battent pour pouvoir promouvoir. Alors, je crois qu'il faut revoir. Alors, en matière d'éducation, il y a des étapes qu'on peut sauter normalement. Alors, le CEP, le BPC, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, le probatoire et les enseignements un peu trop littéraires? Bon, même si on est passé par là aussi, on ne va pas non plus dire que tout le monde doit être formé au métier de la technique désormais. Oui, Sam, non, même en France ou en Allemagne, les gens continuent à avoir les diplômes de philosophie. Le problème qui est ici, c'est précisément parce qu'on n'a pas encadré nos littéraires pour qu'ils, eux aussi, vont à la recherche. Vous ne pouvez pas me dire, parce qu'on n'a pas voulu former les anthropologues. Quand on parle de tribalisme, précisément parce qu'on n'a pas voulu que les littéraires progressent dans l'humanité jusqu'à produire des choses tout montrer, par exemple, la convergence de nos langues, la convergence de nos tribus, on n'en parlerait pas. Donc il faut les produire davantage. Maintenant, je vais revenir sur la parler adéquation, formation, emploi. Sam, il y avait un trio à ce qu'on appelait à notre époque Centre universitaire de Douala. Et ce qu'on a lancé là comme équation, formation, emploi, c'est le docteur Nida 2. Il avait à côté, paix à son âme, Tchundian Pouemi, et l'autre, paix à son âme, professeur Ngango. Ils ont donc voulu, c'était un concept adhésion, formation, emploi à l'ESSEC qui avait comme base les Canadiens. Comme disait Charles Hamel tout à l'heure, que sais-tu faire? Il y avait là la formation par alternance, la formation continue, etc. Sauf que Tchundian Pouemi, on l'a tué. Bon, on va me dire, tu n'as pas les preuves, naturellement, mais on l'a trouvé mort. Le Cameroun n'a jamais voulu savoir de quoi il est mort. Georges Ngango est mort. Non, maintenant, Nida 2, je ne sais pas où il se trouve. Et on a donc commencé à véhiculer un concept dont on a vidé de son contenu.
adéquation, formation, emploi. On en parle maintenant. Où est le contenu qu'on avait mis à l'époque et qu'un autre est venu vouloir implémenter? Je cite le nom parce qu'il faut le citer. Il s'appelle le professeur Pierre Bikanda. Il a été pendant longtemps chef de département marketing à l'ESSEC. On l'a mis de côté. Donc voilà, on s'est retrouvé aujourd'hui alors que les gars devaient déjà accompagner le secteur camerounais des hommes d'affaires avec l'emploi. Conséquence aujourd'hui, dans le domaine de l'emploi et de la formation, on a à Rebel Berlis très peu de possibilités. Tous ces jeunes qui accèdent à nos universités, tous ces millions de diplômés. Alors comment faire? Bon, le domaine qui est le vôtre, un peu dans l'art, le cinéma, la comédie, est-ce que vous avez aujourd'hui des jeunes gens qui ont des facilités pour pouvoir s'insérer et trouver leur voie là-dedans? Ils ont la facilité, non? Chacun crée son réseau. Donc chacun se débrouille. Chacun se débrouille. Chacun crée son réseau. Les hommes ont leur réseau. Dès qu'une femme vient vers lui, que mon père, je veux tourner avec toi. Il dit, viens, non, déshabille-toi. Dès que tu te déshabilles, il prend. Demain, tu tournes avec lui. C'est comme ça. Celui-là qui a parlé de l'emploi, là, ne crée pas ton call box. Attends qu'on te forme. Le père a reconnu le call box, non? Le seul a été resté devant le micro. Il a parlé du call box. Il a parlé du pouce, il a parlé du Bensikid. Voilà. C'est pour ça qu'on ne parvient même pas à éteindre le Bensikid ici. Les enfants de Tunis sont restés. Ils ont cherché le travail, ils n'ont pas vu. Ils ont acheté les motos, ils ont créé Bensikid. Le père a vu, il a apprécié ce qu'il a trouvé que c'est un emploi qui peut créer, ce qu'il peut financer. Finance le Bensikid que tu avais applaudi derrière ton micro et le call box. Parce que ça chute même déjà. Le téléphone devait être trop cher. Les enfants là souffrent au quartier. Tu avais reconnu ça comme un métier. Finance ça bien même. Pardon. Donc je pense que si on finance effectivement l'activité des mototaxis aujourd'hui, ou bien du callbox, ça peut être un vrai débouché, un vrai métier, de vrais métiers. Oui, si on finance surtout le callbox, si on diminue le tarif, si on diminue les appels, on diminue tout sur les appels simples, les femmes là peuvent s'en sortir. Et qu'on arrête aussi les arnaqueurs, parce qu'il y a les gars là qui viennent voler leur crédit. Tu vois, un gars, il parle au téléphone qu'il veut faire le transfert. Il sort ton crédit. Alors, on a envoyé les gens au quartier qu'on nous appelait dans cette maison-là que venez vous identifier. Venez vous identifier. On s'identifie. Mais jusqu'à présent, nos crédits disparaissent. Les callboxeuses perdent les crédits chaque jour. Alors qu'elles sont restées, elles sont battues, elles sont allées dans les réunions, prêter de l'argent pour pouvoir un peu se débrouiller et nourrir les enfants. Mais le gouvernement met les appels chers. Deux, les arnaqueurs viennent encore voler. Vous voulez qu'on parte où? Mais Guy, en matière de création de nouvelles entreprises, puisqu'il a parlé de start-up aussi, est-ce que l'environnement, malgré les bonnes intentions du GICAM ou bien les déclarations même de l'État, qui dit souvent que beaucoup de choses sont faites désormais pour qu'il y ait plus de facilité à créer une entreprise aujourd'hui, vous avez le sentiment que les jeunes qui veulent s'y lancer ont quelques opportunités? Les jeunes Camerounais sont très entreprenants, ça il faut le dire, mais seulement il faut... Mais pas tous, hein, quand même. Hein. Bon, oui, il y a toujours, il y a toujours des brebis galeuses. Mais quand je parle, je dis en général, ils sont entreprenants. Donc, mais les conditions, justement, ne nous permettent pas de véritablement nous lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est très difficile déjà depuis les conditions de formation des entreprises. C'est difficile. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y a un centre pilote de formation des entreprises. Oui, c'est vrai, mais quand tu y arrives, la réalité sur le terrain est tout autre. Ce n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on nous a dit que par exemple, pour constituer une salle aujourd'hui, avant on donnait, je crois qu'on déposait 1 million. 1 million justement qui, voilà, maintenant c'est 100 000. Ça c'est une avancée déjà que je trouve très bonne parce que rassembler 1 million c'était pas facile. Maintenant à 100 000 c'est faisable. Mais il faudrait que l'État ménage encore plus d'efforts justement pour accompagner les jeunes, pour leur faciliter la tâche justement pour qu'ils puissent éclore dans ce voilà, on espère qu'il y aura de la place pour tout le monde dans ce pays qu'est le Cameroun, un pays riche en potentialité et en opportunités, mais malheureusement verrouillé à différents étages. Aujourd'hui, il faut être pistonné pour accéder à un emploi stable. Ce n'est pas du tout évident de se faire recruter désormais. Donc, que vont devenir les jeunes de nos jours qui de plus en plus prennent des diplômes professionnalisants ou non? Là est toute la question aujourd'hui quand on parle de l'emploi jeune au Cameroun. Nous allons aller à présent emprunter d'autres voies pour tenter de nous divertir quelque peu. Et c'est l'espace consacré à la Sanza Night Club de Douala.
Saisonnez Club du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouverte tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. Saisonnez Club du Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine du Douala et un billard à votre disposition. Saisonnez Club du Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 693 52 52 94 650 22 22 22. Voilà, il y avait un très beau programme depuis le week-end. Pour en parler avec nous, donc, monsieur Bertrand Lee, bonjour. Bonjour Sam, à tout le panel, bonjour. Bien, le programme tel que tu l'as dit, hein, sur le week-end, s'est véritablement déroulé et a pris corps depuis la soirée de mercredi qui, n'est-ce pas, a offert l'opportunité, bien sûr, à l'endroit de la clientèle qui viennent toujours pour la découverte des mercredis Créa Show. Et bien sûr, le jeudi qui a ainsi donné l'opportunité à tous ces mélomanes qui viennent faire le déplacement et s'amuser vraisemblablement de vivre grandeur nature l'exposition d'un très jeune et talentueux styliste camerounais à la personne de So Cameroun. Excusez-moi, c'est pas une publicité, mais de la personne j'en parle. Il a pu, n'est-ce pas, présenter aux yeux de tous ces clients qui ont fait le déplacement, deux nouvelles collections qu'il a véritablement travaillé de son doigté magique. Et n'est-ce pas, la clientèle a aimé. Et même d'ailleurs, les achats se sont faits sur place. C'est donc une raison pour la Sanza de pouvoir exceller dans autant de domaines artistiquement parlant. Parce qu'on ne reste pas que sur des personnes qui chantent, mais sur ces personnes-là qui créent et qui donnent de l'imagination à l'endroit de vos regards. Les vendredis et samedis étaient donc folle ambiance. Pour le vendredi, avec l'artiste que vous avez personnellement regardé sur cette antenne et qui, par sa nature aussi humble et ouverte, a fait une dotation. Il a véritablement continué dans ce sens en nightclub vendredi soir. Il a fait un carton, ça je peux vous le dire. Et sur place, il a également fait ces gestes-là à l'endroit de toutes les personnes qui étaient dans le besoin. Ça, je vous le dis parce qu'il faille vraiment faire cette déclaration-là. Il est rare de trouver des artistes de cet acabit-là, mais voilà, il a fait quand même le geste qui, sauf à l'endroit de ces personnes-là, c'était d'apprécier véritablement. Le samedi a véritablement vu venir des personnes qui sont en vacances à Douala et qui venaient découvrir le cadre Sanza, qui de toutes les manières ont trouvé satisfaction à la sortie. Les commentaires qui fusaient laissaient savoir. Donc le dimanche, pour la discothèque de papa et le rappel des mémoires, les titres souvenirs se sont fait véritablement vivre hier, dimanche, lorsque venait sur la scène la matière qui rappe et bien évidemment Jackie Bio. Je peux vous le dire ici, on a autant réclamé qu'une reprogrammation. C'est fait pour pouvoir véritablement accueillir des personnes qui malheureusement n'ont pas fait le déplacement hier dimanche. Donc le lundi, comme vous le savez, sera donc la soirée piscine partie, mesdames et messieurs, une énième du genre. Aujourd'hui, faites le déplacement, vous trouverez satisfaction tout compte fait, car la Sanza est la seule et unique boîte qui permette à sa clientèle de vivre, n'est-ce pas, une espèce de plage et piscine en plein nightclub. Nous permettons ainsi à la clientèle qui fasse le déplacement, de se mettre en Bermuda, pourquoi pas, en tenue de piscine ou de plage et s'amuser aux côtés de toutes ces demoiselles-là autour et à l'intérieur même de la piscine. Le lundi, piscine partie, c'est ça. Le mardi, soirée Seduction Night, toute la panoplie des plus belles filles du Cameroun résidant à Douala. C'est donc le rendez-vous à ne manquer aucunement. Mercredi, je vous l'ai dit, soirée Créa Show. C'est ainsi que se déroulent nos programmes à thème sur la semaine et le week-end beaucoup plus endiablé et ambiancé à la Sanza Night Club, situé en plein Aqua, aux encablures de l'immeuble Socar. Donc pour revenir rapidement sur le cas de Kate Djevara, dont on peut voir à travers sa générosité qu'il s'agit aujourd'hui d'un artiste qui tourne bien, qui pèse lourd, on peut le dire, là.
autant d'argent que les footballeurs, de pouvoir en distribuer comme ça à son passage? Non, on parlait qu'il ait autant d'argent que les footballeurs. Non, tout dépend du cœur, monsieur Sam. Ça, il faut le dire ici, parce que la générosité vient de son intérieur. La culture qu'on reçoit pendant qu'on grandit est bien différente de celle qu'on acquiert pendant qu'on est déjà dans le showbiz. Ça, il faut le dire ici. Et son cas personnel, n'est-ce pas, se connaît depuis ailleurs, car le lendemain d'ailleurs, samedi, il jouait au Palais de la Culture de Côte d'Ivoire. Et un geste pareil, similaire, ça s'en est suivi, car sur un média, je crois, public, il s'est diffusé la vidéo de son gestuel ici sur ce plateau, et toute une panoplie de commentaires, les Ivoiriens concernés, tous les Africains concernés, ont indexé, lui faisant savoir qu'au Cameroun, un geste pareil pour un artiste venu d'un pays ami du Cameroun était vraiment louable et salutaire. Vivement que cela se passe en Côte d'Ivoire, et samedi, il l'a fait en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup donc d'être venu encore nous parler de vos activités. Voilà, et on vous retrouve mercredi prochain. C'était la Sanza Night Club. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h. 16 années Club des Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine des Douala et un billard à votre disposition. 16 années Club des Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Voilà, on est presque rendu au terme de cette édition de lundi. On prend quand même quelques tout derniers messages. Oui, justement, on fait un tour sur notre page Facebook et on a James Tour qui nous dit Charles Amiel, juste pour dire que moi aussi je n'ai jamais compris le problème du transport urbain et routier en général au Cameroun. Quand j'étais petit, les villes de Douala et de Yaoundé avaient un système de bus bien organisé. Paul Biya est venu nommer ces gens qui ont tout détruit. En plus, c'est avec l'instauration du péage que les routes sont devenues indescriptibles. Regardez toutes les villes du Cameroun, sauf quelques rares d'entre elles sur le plan routier. Le Maroc, le Sénégal pensent déjà à leur TGV. Ils n'ont pas de pétrole. La Camerco est devenue quoi? Donc un autre message justement à propos de l'histoire du jour qui nous dit « Les rites de veuvage participent du maintien de la femme dans la brimade créée par la phallocratie des hommes. En quoi ces rites permettent-ils l'épanouissement de la femme ou du défunt? Toute culture ou tradition qui soumet l'individu aux tortures et humiliations injustifiées est cruelle et ne sert que les intérêts des sorciers tapis dans l'ombre. » Enfin, James Paul toujours qui nous demande, question bête, entre des observations faites sur la chair fraîche et la chair congelée, lesquelles sont les plus justes? On paye grassement les gens pour qu'ils viennent aider à cacher les évidences et on nous parle de deuxième expertise. C'est celui qui a commis cette deuxième expertise qui connaît qui a tué l'évêque. D'accord, on attend l'ordre des médecins. Parce que là, il ne s'agit pas seulement d'un problème de droit, il s'agit aussi d'un problème scientifique. Que l'ordre des médecins réagisse. Mais l'ordre des médecins ne parle pas beaucoup sur ce genre de cas quand même. En fait, là, ce serait donc un affront. C'est un affront. C'est un affront pour eux. Un affront. Ça veut dire qu'on va leur dire qu'il n'y a pas de médecine au Cameroun. Donc vous pensez qu'il n'y a pas la honte au Cameroun? Ils peuvent aussi parler après on les affecte, comment affecter les autres. L'affectation disciplinaire. La honte ne tue plus au Cameroun parce que s'il n'y avait pas la honte, je ne pense pas que un procureur comme celui-là pouvait mettre à la connaissance, rendre public un tel communiqué, d'autant plus qu'on ne sait pas quelles sont les différentes motivations qui justifiaient la présence de ces seconds experts. Quels sont ceux qui ont contredit? Quel est le contradicteur de la première expertise? Ils ne nous ont pas dit. On veut savoir, parce que pour faire une deuxième expertise, il faut qu'il y ait d'abord une partie qui est contredite. Est-ce que c'est la partie dans l'ombre, inconnue jusqu'à ce jour, qui a contredit? Il faut savoir cela. Aujourd'hui, on a une église qui, face à ses principes, face à son devoir, comment va-t-elle faire? On a l'ordre de médecin qui vient de subir encore une douche d'eau glacée venue du Kazakhstan, qu'on a versée sur eux. Est-ce qu'ils pourront avoir des serviettes chaudes pour pouvoir se nettoyer?
Tout ça, il faut savoir. Attendons vivement donc que le président sorte pour nous dire. Voilà, merci beaucoup. Voici au nom de la liberté de critiquer, la critique de fin d'émission de ce jour au Cameroun, nous sommes dans le règne de l'imposture avec les profils de personnes qui ne sont pas à leur poste de façon méritante ou méritoire, si vous voulez. Il y a quelques cas quand même assez flagrants ces derniers temps sur lesquels on voudrait pouvoir s'attarder. Comment est-ce qu'on a pu jusqu'ici maintenir André Mamafouda comme ministre de la Santé au Cameroun, alors même qu'on avait régulièrement trouvé chez lui à son domicile d'Oudja d'importantes sommes d'argent sans que des enquêtes ne soient déclenchées? Comment est-ce que le cas Antoine Félix Samba, jusqu'à ce jour, n'a jamais fait l'objet d'une action publique déclenchée par un magistrat courageux au Cameroun avec cette ostentatoire, la manière ostentatoire avec laquelle on a pu découvrir sa somptueuse maison. On ne nous dira pas qu'il s'agit simplement de ses activités d'agriculteur dans la cacaoculture, que non, il a bien dirigé le trésor public camerounais. Vous avez Oumarou, El Hadj Oumarou, voilà, à la tête du BGFT, le maire d'un Konsamba premier. Ça fait depuis qu'on en parle, il est toujours aux commandes d'un vrai scandale à ciel ouvert avec des détournements de fonds qui ont jour de ce côté-là à la non-surprise générale. Pierre Batama, qui est bien vice-président à l'Africa Foot aujourd'hui. Vous avez un autre proche collaborateur de M. Tombi Aroko Sidiki, journaliste. Enfin, pseudo-journaliste, il part avec lui dans pratiquement tous les voyages, un dénommé Léopold Yamdje. Voilà le team presse ou encore le Celcom de M. Tombi Aroko Sidiki. Il viendra bien nous dire comment est-ce que ce monsieur a pu se retrouver à ses côtés pour justifier de sa présence permanente aux côtés de la Fédération de football à toutes les grandes compétitions. Et puis le cas le plus flagrant, le dénommé Yakoubou à la commune urbaine de Douala 2e. Il a été, on va dire, découvert beaucoup de choses autour de ces derniers en matière de mœurs et d'activités contre nature avec des petites filles en petites culottes. Et tout ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il est toujours le deuxième adjoint au maire de Douala 2e. À dire que dans ce pays, on ne veut pas rabattre le caquet à tous ceux qui ne respectent pas l'orthodoxie. Merci beaucoup. C'était le Zénith de ce jour. Excellente suite des programmes sur Equinox.